Bienvenue au Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, wokisme. Assiste-t-on à la défaite de la pensée ? Et en seconde partie, la liberté d'expression, une valeur en voie de disparition ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un chroniqueur et animateur radio-tv de grand renom. C'est aussi un essayiste, traducteur, critique littéraire et éditeur. Bref, la littérature, il la brûle par tous les bouts. Après ses études littéraires, il est coopérant en Bulgarie, ce qui sera déterminant dans sa vie. Il y rencontre celle qui sera sa femme et il nous dira si c'est pour cela qu'il noue une passion pour la culture balkanique ou bien si c'est l'inverse. C'est donc tout naturellement qu'en se lançant dans l'édition, il privilégie la littérature bulgare. C'est ainsi plus de 200 livres qui sont publiés dans la maison qu'il a fondée. Il poursuit son métier d'éditeur chez Ballant. Il écrit ou coécrit une bonne dizaine d'essais, dont les 2 derniers sont La gauche réfractaire avec Michel Onfray en 2022 et tout dernièrement La faute à Rousseau. La bien-pensance lui reprochera surtout d'avoir coécrit Les dialogues désaccordés, qui est une confrontation d'idées avec Alain Soral sur la thématique du vote pour le Front National. Notre société délaissant le livre, c'est la radio-télévision qui le popularise. Il y exerce les fonctions de chroniqueur et critique littéraire avec des émissions à succès comme On refait le monde, Ça balance à Paris, On n'est pas couché ou Balance ton poste. Après l'éviction des 2 Éric de l'émission de Ruquier, ils créent ensemble Zemmour et Nolo. Avec Z, ils partagent l'amour pour la puissance du verbe, l'impertinence et le franc-parler, parfois poussé à l'extrême. Zemmour est intervenu sur ce plateau, il nous manquait le 2e Éric à notre tableau de chasse. C'est sauce faite ce soir, je vous demande d'accueillir Éric Nolo. Bonjour Eric, je vous en prie. Merci beaucoup. Prenez place. Très bien. Bon, vous voyez, c'est un bel accueil, hein. Vous êtes Très anglais. bel accueil. Beau portrait, beau sujet. Pas mal, hein. Et bel accueil. Attendez de voir la suite maintenant. C'est ça le problème, j'ai l'impression que j'ai mangé mon pain blanc, j'hésite à rester. Et d'ailleurs, en parlant de pain blanc, vous êtes à l'eau? Je suis à Pas de l'eau. vin? Oui, je suis à l'eau, non. Ah oui, vous buvez pas de vin. Un point commun avec Non, je suis Sarkozy, je suis un mec très chiant. Je ne drogue pas, Ouais. je bois pas, je fume pas. Ah, vous vous droguez pas, parce qu'à la Non. télé, il paraît que tout le monde se drogue. Oui, pareil. Ouais. Et écoutez, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se droguaient? Non, beaucoup de gens qui se droguaient pas, donc je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. Ou alors ils le cachent très bien. Et en politique, on se drogue un peu aussi ou pas? Je pense que... Alors, je sais pas si c'est des drogues légales ou illégales, mais vu la vie qu'ils mènent, ils doivent prendre quand même quelques trucs pour tenir le coup. C'est quelque chose de... Je crois qu'on n'a pas idée de ce que c'est, ce métier. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas besoin de drogue, c'est ça, hein, pour vous exprimer comme vous le faites. Si, j'ai quand même quelques drogues. Je carbure beaucoup au café D'accord. et beaucoup à la littérature. Donc, l'encre et le café. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir Merci dans beaucoup. cette émission, Éric Nolo. Vous avez tout de suite accepté d'ailleurs, parce qu'il y a quelques personnes avec lesquelles, de temps en temps, on doit faire un travail un petit peu pédagogique, en tout cas. Mais vous allez partout. Vous aviez des dossiers sur moi. Donc ça a un peu aidé. Écoutez, je sais pas, on a des sociétaires, en tout cas. Oui, je sais qu'il y a des dossiers, vous me les avez montrés. Ah non, je sais pas s'il y a des dossiers. Vous me les avez montrés, et donc j'ai accepté spontanément. Pas du tout, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'essaie de vous déstabiliser, ça a l'air de marcher d'ailleurs. Bah écoutez, je vais d'abord vous présenter les sociétaires. Alors on va commencer par, je crois, une très grande amie. Oui, hein, c'est Myriam Palombar, là je le dis bien fort. Ensemble. Alors, vous connaissez d'ailleurs ou pas? Parce que, un petit peu quand même sur les plateaux. On se croise. On se croise et on a eu l'occasion de débattre, notamment dans TPMP. Voilà. Et vous avez des rapports courtois maintenant, ça se passe bien. Il y a un mur de glace entre lui et C'est pour ça moi. qu'on vous a mis à côté. Ouais, c'est très sympathique de ta part. Bon, en tout cas, Myriam, c'est ironique, hein, je sens un petit peu. Non, c'est pas son genre. Bon, en tout cas, on est ravis, Myriam, aussi de te retrouver, Moi aussi, toute merci. bronzée. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Très bonne. À tes côtés, un petit nouveau dans cette émission. Je crois que c'est la première, hein, et on est ravis de le recevoir, parce que c'est aussi un ami. Hein. Ici, on dit les choses comme elles sont vraiment aussi dans la vie. C'est François Devoyer, on peut t'applaudir. Alors,
François Devoyer, il a beaucoup de casquettes. C'est d'abord un entrepreneur. D'accord. Il est président du Cercle Audace, alors un cercle qui travaille au discours sur l'écologie entre les droites. Ça, il nous en dira peut-être un petit peu s'il veut. Et puis il est aussi cofondateur de Livre Noir. On est ravis de t'accueillir, mon cher François. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer Éric Nolot. Il y a il faudra un que tu précises parce qu'il y a de l'Éric aussi. Faites que des émissions avec des Éric. Oui, beaucoup d'Éric. Et voilà, c'était un très beau souvenir. Donc je pense que cette émission va être passionnante. Bon, et écoute, nous aussi. En tout cas, voilà, et ça c'est un peu le Muppet Show. Je la fais à chaque fois, mais je m'en lasse pas. Alors tout d'abord, Mike Borowski, journaliste à Radio Courtoisie. Bonsoir. Et puis Greg Tabibian. Est-ce que vous connaissez Greg Tabibian? Il faut vous y faire, Greg Tabibian. Il a aussi son fan club qui est parfois presque plus important que celui de l'invité. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Je suis pas content TV, il est jamais content. Donc voilà. Vous connaissez un petit peu, vous regardez un peu sur YouTube comme ça les chaînes? Non, je connais pas celle-là en tout cas, non. D'accord, et vous n'allez pas être déçus. En tout cas, voilà, bon. Et Greg, tu es content? Non, t'es pas content. Si, C'est la troisième personne de gauche qu'on a réussi à avoir, non? C'est vrai. Pas mal, hein? Ah oui, tu listes comment les personnes de gauche, toi, qu'on a reçues? C'est pas moi qui liste en général. Bon, d'accord. Écoutez, nous, on liste pas non plus. Hein, Ça, c'est toujours d'actualité, toujours de gauche. Toujours. Là, voilà. Ah oui, ça a commencé. Bon, alors, cher Éric Nolot, il y a une tradition dans cette émission. D'abord, je vous remercie tous, encore une fois, d'être aussi nombreux dans le public. On peut aussi vous applaudir, parce que c'est grâce à vous. L'émission vraiment cartonne, on n'arrête pas de m'en parler, donc vraiment je tiens à remercier toute l'équipe de TVL et tous les gens qui travaillent. Alors cher Éric Nolot, comme à notre habitude, nous allons commencer par un court tête-à-tête d'une petite trentaine de minutes dans lequel les sociétaires n'ont pas le droit théoriquement d'intervenir. Donc profitez-en, on va aborder quelques sujets d'actualité que nous ne traiterons pas lors des 2 débats qui vont animer donc cette soirée sur donc la liberté d'expression et sur le wokisme. Mais avant cela, on va parler un peu de votre actualité. La première, c'est ce livre qu'on a présenté en introduction, sur lequel nous allons revenir longuement tout à l'heure et qui trouve une actualité une résonance particulière avec la fête de l'humain qui s'est tenue le week-end dernier, qui nous a offert de belles pépites. Je pense que vous les avez vues. Vous étiez à la fête de l'humain? Non, quand même pas. C'est un peu risqué pour moi quand même. Ah bon? Vous pensez que vous auriez été mal accueillis? Un petit peu. J'ai vu qu'il y avait un stand là qui soutenait l'occupation russe du Donbass. Donc c'est pas tout à fait mon genre de beauté. Non, mais j'ai vu la prestation de Sandrine Rousseau et je pouvais pas rêver meilleur attaché de presse, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, les gens se précipitent sur mon livre, quoi, parce qu'ils se disent faut qu'on comprenne. Comme on ne comprend pas, il faut essayer de comprendre à travers le livre de Nolot. Non, elle est vraiment très forte pour ça. Et vous n'êtes pas venu avec votre steak, non? Non, mais on va en reparler. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, Sandrine Rousseau, pour gagner du temps, nous dise tout ce qui est interdit, tout ce qui est permis. Parce que j'ai l'impression que chaque jour, il y a quelque chose en plus qui est interdit, qui est prohibé. Je trouve que pour quelqu'un qui parle beaucoup de liberté, elle a une conception très particulière de ce mot. Alors, ce livre, donc votre livre est intitulé La faute à Rousseau, dans lequel vous démontez donc point par point, de manière argumentée, donc, mais aussi polémique, donc les errements de Sandrine Rousseau. On va y revenir longuement, je le disais tout à l'heure, mais peut-être juste, pouvez-vous nous mettre en haleine en nous expliquant la genèse de ce livre? La genèse de ce livre, elle est double. D'abord, c'est un effet d'accumulation, ce que vous l'avez dit un peu en ouverture. Chaque fois qu'on voit Sandrine Rousseau, elle sort une phrase incroyable. On se dit, est-ce que c'est possible? On n'a jamais entendu ça. Donc je me suis dit, un jour ou l'autre, il va falloir s'en occuper de manière un peu systématique. Et puis il y a quand même eu un épisode très particulier. Ça se passait sur un autre plateau de télévision, une émission évidemment beaucoup moins bien produite que celle-là, avec un public bien moins distingué. C'est à vous sur France 5. Et donc, vous voyez, et elle est arrivée, Madame Rousseau, et elle a expliqué, mais de manière très très calme. Elle a parlé de M. Bayou, qui est pourtant un de ses collègues, ses collègues du groupe écologiste. Et là, elle a expliqué que M. Bayou était un prédateur sexuel qui poussait les femmes au suicide et qu'il y avait une enquête en cours. Donc on lui dit une enquête policière. Non, pas du tout. Une enquête journalistique. En fait, l'enquête journalistique a fini par paraître et on s'est aperçu qu'il n'y avait rien. M. Bayou est ce qu'on appelle dans l'ancien temps, on appelait ça un homme à femme. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt un queutard, un coureur. Si on est plus poli, un queutard si on est moins. Mais on peut avoir un jugement moral sur les queutards ou les coureurs ou les hommes à femmes. Mais ça fait rire Myriam. C'est pas dans le code pénal. Bon, c'est pas dans le code pénal. Donc il n'y avait rien dans l'enquête. Il n'empêche qu'elle a flingué complètement la carrière de Bayou. Et c'est un peu le système
de Sandrine Rousseau et du Finalement, néo-féminisme. c'est un requin, elle est très forte, finalement, en politique PC. Ah bah là, c'est un coup, un seul. Bayou a été éjectée, et elle l'a fait à plusieurs reprises. Quoi. Oui, une tueuse, c'est une tueuse politique. Par exemple, mais c'est bizarre parce que souvent, le mensonge politique est quand même plus subtil. Elle pratique un mensonge grossier. Par exemple, elle était en concurrence avec un autre écolo pour la présidence du groupe. Et elle arrive, elle fait une déclaration en disant « Il m'a violemment bousculé ». C'est grave quand même comme accusation, son rival politique qui l'aurait bousculé. On lui passe les images et le type passe à 3 mètres d'elle, la salue très gentiment, lui sourit très gentiment, fin de l'épisode. Bah écoutez, elle a réussi à survivre à ça aussi, c'est-à-dire à la démonstration, c'était un mensonge éhonté. Mais ça marche quand même, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme d'attachement des gens à ce personnage. C'est devenu un personnage médiatique. Vous accepteriez de débattre avec elle? Vous lui avez proposé ou pas? Oui, c'est l'inverse. Moi, je lui ai proposé plusieurs fois. Elle a toujours refusé pour une raison simple, c'est que mon livre, vous avez dit qu'il est polémique, c'est vrai, mais il est surtout factuel. Donc je ne sais pas ce qu'elle pourrait répondre aux faits. Ce que je viens de vous dire, là, les 2 épisodes, je pourrais les multiplier à l'infini. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien répondre devant les faits? Vous êtes un agresseur sexuel? Oui, voilà. Voilà, mais elle ne pourrait répondre que par un autre mensonge. Mais sur le fond, je pense qu'elle n'aurait rien à dire. Et c'est une tueuse. Ouais, on avait dit, vous n'intervenez pas. Mais je voulais juste demander. C'est Jacques Chirac, c'est-à-dire des grandes années, c'est-à-dire qu'elle tuait tout le monde comme lui il faisait, c'est ça? Avec moins de talent, mais Chirac était un tueur sous des apparences assez folkloriques, gentilles. Je doute qu'elle devienne présidente de la République, maintenant je peux me tromper. Écoutez, moi je ne fais plus de prévisions parce que tout est devenu possible. Je pense que tout est devenu possible. Déjà que Sandrine Rousseau soit devenue une personnalité politique de premier plan, c'est déjà très improbable. Je pense qu'il y a 20 ans, ça aurait été impossible. Le niveau a tellement baissé que maintenant des personnages comme Sandrine Rousseau. Elle a été vice-présidente de l'Université de Lille. Vous imaginez Vous imaginez, vice-présidente. Alors qu'elle sort quand même des bourdes sur le plan scientifique, sur le plan littéraire, sur le plan intellectuel. Non, mais tout le monde n'est pas vice-président de l'université. On a le droit de sortir des bourdes, mais en tant que vice-président de l'université, c'est quand même un peu problématique. Alors, avec cet ouvrage, Éric Nolot, vous signez votre 14e ou 15e livre, c'est ça? Je ne tiens pas le compte. Comment est-ce que vous vous définissez? Comme un homme de médias, un écrivain, un polémiste, un éditorialiste, un journaliste, tout ça, quoi? Non, moi je me considère comme un lecteur. Voilà. De gauche? Oui. Toujours. Ça, vous le revendiquez toujours? De la vieille gauche. Un petit peu... De la vieille gauche. La vieille gauche qui est maintenant qualifiée de fasciste. C'est-à-dire sans changer d'opinion. En 20 ans, je suis passé de la gauche au fascisme dans l'esprit de certains. Tout ce qui était des valeurs fondamentales de la gauche sont devenues des valeurs réactionnaires ou fascistes en attendant de devenir des valeurs nazies. La laïcité, c'était la base de la gauche. Maintenant, si vous êtes laïque, c'est que vous êtes déjà un peu islamophobe. La République, c'est vraiment, alors c'est nous, mais pas eux. Il faut être un peu plus ouvert. Même, je dirais qu'il y a un concept de gauche qui peut paraître surprenant, l'autorité, par exemple. Quand vous avez, par exemple, des règlements de compte entre dealers et qu'il y a une balle perdue qui tue une femme à sa fenêtre ou une gamine dans sa chambre, ça se passe jamais à Neuilly. Ça se passe jamais dans le 16e arrondissement. Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille. Ce sont les plus faibles d'entre nous qui sont victimes de la délinquance, qui sont victimes de la violence. Mais si vous réclamez la protection policière pour ces gens, vous êtes un fasciste, vous voulez un État policier. Toutes ces valeurs de gauche fondamentales, la protection des plus faibles, la laïcité, la République, l'école laïque aussi, vous avez vu comment elle est attaquée, ont été retournées en valeurs d'extrême droite. Bon, moi, le problème, c'est que je n'ai pas... On vous accuse souvent de dériver vers la droite, justement. Ça vous touche ou pas, ces critiques? C'est faux d'abord? C'est absurde, je viens de vous l'expliquer. Non, mais vous savez... Enfin, vous pourriez aussi, factuellement, évoluer. Il y en a d'autres, Gilbert Collard, non, mais, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant très à droite qui viennent de la gauche. Même Zemmour a commencé à gauche. Non, c'est pas mon cas. Simplement, je crois que j'ai fait une expérience que beaucoup d'entre nous ont fait. Vous vous apprêtez à prendre un train, vous êtes assis dans votre wagon et vous avez l'impression que votre train a démarré. Or, c'est une illusion du mouvement, c'est le train d'à côté qui a démarré, qui vous a donné l'illusion du mouvement. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis resté assis dans mon wagon de gauche et le wagon d'extrême gauche est parti vers d'autres horizons. Ils se sont commis avec le banditisme,
comment ça se fait que la gauche vénère à ce point les délinquants. Vous avez vu ce qui s'était passé avec Battisti dans le temps. La gauche vénérait un terroriste comme Battisti, un type qui tuait les gens de sang-froid au nom d'idéaux politiques. Ils avaient soutenu Action Directe. Même tout le ramdam autour de la famille Traoré, c'est une famille de délinquants. Je ne vous parle pas du fond de l'affaire, mais on soutient des familles de délinquants au nom de la gauche. Ce sont eux qui sont partis, c'est ce wagon qui s'est éloigné. Comment ça se fait que la gauche, qui avait comme combat la laïcité, a mis les curés à la porte pour faire entrer les imams intégristes par la fenêtre? Je peux vous multiplier les exemples à l'infini. Cette gauche-là s'est perdue. Elle s'est perdue sur une voie de garage, elle a déraillé. Moi, je suis resté à bord de mon wagon. Et c'est pourtant moi qu'on traite d'extrême droite, d'homme d'extrême droite ou de fasciste. Enfin, vous êtes en tout cas... Bon. Voilà. Ce qui ne me dérange pas. Vous assumez parfaitement d'être une nouvelle plume du JDD, de travailler sur des médias appartenant à quelqu'un qui est assez critiqué, Vincent Bolloré. Comment vous expliquez l'acharnement médiatique contre lui? Mais je voudrais qu'on fasse une expérience, parce qu'il est beaucoup question de principes, de théories. Je voudrais que quelqu'un, je crois qu'on en est au 5e numéro du JDD Nouvelle Formule, auquel je collabore et auquel je collaborerai de plus en plus. Je voudrais que quelqu'un me prenne n'importe lequel de ces exemplaires et me dise quel est le contenu problématique du journal, qui me cite un article problématique, qui me disent là, ça va pas, parce que, je sais pas, j'ai la certitude que ce journal est critiqué par des gens qui ne le lisent pas. On dirait vraiment que le JDD avant c'était combat, et maintenant c'est devenu je suis partout. Dans les deux cas, c'est faux. Ce n'était pas combat auparavant, et ce n'est pas je suis partout aujourd'hui. C'est faux. Simplement, la gauche bien pensante, la gauche dans laquelle je ne me reconnais pas, est une gauche du verbe, une gauche du principe, une gauche qui se paye de mots, qui ne sait rien dire d'autre que facho, facho, facho. Vous reconnaissez en qui aujourd'hui au sein de la gauche Je me reconnais dans tout ce qui relève de la gauche républicaine, laïque, sociale et anti-totalitaire. Alors c'est qui ça devait être incarné physiquement par quelqu'un, c'est qui? Moi, je me reconnaissais dans beaucoup de choses en chevènement, par exemple. Et il y a un philosophe duquel je suis très proche, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Michel Onfray, qui est pour moi un des porteurs... À qui on fait le même procès que vous, d'ailleurs. Évidemment, mais à d'autres encore. Hein. On est... Michel Onfray, donc. Oui, Michel Onfray. Je trouve qu'il est porteur d'une authentique pensée de gauche, sur des bases véritables, et que c'est bien normal qu'il soit devenu la tête de turc de cette gauche égarée dont je vous ai dressé le portrait robot un peu hâtif. Je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, cher Éric Nolot, j'aimerais qu'on parle d'un sujet rarement évoqué ici, mais qui est fondamental et qui nous a, je pense, tous touchés récemment, puisqu'il y en a eu une triste illustration, c'est le harcèlement scolaire. Comment est-ce que vous avez réagi, Éric Nolot, à ce qu'on appelle désormais le courrier de la honte, qui a été adressé aux parents du collégien qui s'est donné la mort dans les Yvelines? Le courrier de la honte, d'abord, ça me paraît extrêmement bien résumé l'affaire. Parce que malgré... Ça dit quoi de la dérive de l'éducation nationale? La mère de tous les combats, c'est l'éducation nationale. On a tout lâché. Tout lâché. Le niveau s'effondre. Non seulement il s'effondre en général, mais le niveau relatif de la France s'effondre. Vous avez vu que les gamins ukrainiens là, qui sont réfugiés en France, ils finissent premier de la classe en disant « Ah, c'est ça les maths en France ?» Ah bah d'accord. Pour eux, c'est l'étape de multiplication, ils se baladent. Et on a ruiné tout ce qui faisait la formation d'un futur citoyen. L'autorité, c'est plus important. Les valeurs fondamentales, les savoirs fondamentaux, c'est plus important. Non, mais c'est pas la peine, vous faites 40 fautes d'orthographe, tout ça c'est l'ancien monde, tout ça c'est la verticalité, tout ça c'est le patriarcat. Moi, je vous dis une chose, quiconque ne maîtrise pas sa langue, ne maîtrise pas sa vie. C'est pas la peine d'essayer de faire une école où on va accumuler des certificats de bons citoyens. Ah, vous vous y connaissez en écologie, vous vous y connaissez en ceci, vous vous y connaissez en cela. Tout ça a son importance, mais est complètement secondaire par rapport aux savoirs fondamentaux. Et ça, ce qu'on a entendu là aussi, ce courrier de la honte, ça participe de la même dérive. C'est-à-dire qu'on a confondu la victime et le bourreau. Quand Gabriel Attal est devenu... J'allais vous demander une réaction, ça doit plutôt vous satisfaire, les premières mesures qui ont été prises par Gabriel Attal. Écoutez, c'est des mesures de bon sens que nous accueillons... Sur la Baïa, par exemple? Mais oui, mais que nous accueillons comme des miracles. Vous vous rendez compte où on en est? Gabriel Attal dit, écoutez, quand il y a une victime de harcèlement
Et un coupable de harcèlement, c'est le coupable qui va quitter l'établissement. Tout le monde dit « Alléluia ». Ben non, pas Alléluia, c'est le bon sens. C'est la victime qui doit être protégée et c'est le coupable qui doit être éjecté. L'abaya, les islamistes eux-mêmes, les islamistes, il faut les prendre au sérieux, il faut les écouter. Les islamistes font des tutos sur Internet pour expliquer aux gamines comment mettre l'abaya de manière à ce que ça serve de cheval de Troie à leur idéologie. C'est eux-mêmes qui vous l'expliquent, et vous avez l'extrême gauche, M. Mélenchon et tous ses amis, qui sont les pires de la bande, qui arrivent et qui disent « Est-ce que c'est vraiment un vêtement religieux ?» Écoute ces islamistes, ils vont te l'expliquer, tu verras. Voilà. Écoutez, tout est une question de bon sens, simplement le bon sens est cul par-dessus tête. M. Mélenchon, ses amis, l'extrême gauche et toute la mouvance wokiste ont décidé de troquer leurs convictions contre quelques bulletins de vote. On est en 2023, il y a 5 ans, M. Mélenchon nous expliquait que le voile était un symbole d'asservissement de la femme, il fallait absolument s'en débarrasser, que c'était vraiment intolérable. Et maintenant, il vient vous expliquer que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Myriam, parce que... Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Nolot, sauf que... L'émission peut s'arrêter là. Voilà, Messieurs, dames. Sauf à un point près, c'est que je sens que le discours est uniquement sur Monsieur Mélenchon. Je rappellerai juste à Éric que Monsieur Macron, pendant l'entre-deux tours, a vanté le voile, a vanté tout un tas de choses, contrairement à ce qu'il avait pu dire d'ailleurs les années précédentes, et que les effets d'annonce de Gabriel Attal risquent n'être que des effets d'annonce et doivent encore se confirmer au sein des écoles. Parce que je le constate moi-même au sein de l'école de mes enfants. Donc voilà, moi je veux bien qu'on tape sur Mélenchon, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il se serait bien aussi d'inclure des gens comme Emmanuel Macron qui participent à tout ça de façon encore plus insidieuse et plus malhonnête. Voilà. Non, je pense que la comparaison n'est pas valable parce que la responsabilité n'est pas partagée de manière équitable. Il y a, même si on peut critiquer telle ou telle déclaration d'Emmanuel Macron, telle ou telle décision, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais ce travail de sape de la République et de la laïcité, il est mené par l'extrême gauche. Par LFI, pas seulement par Jean-Luc Mélenchon, par tout un courant extrême-gauchiste. On peut élargir à autre chose que Mélenchon. Mais ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est que Mélenchon dit exactement le contraire de ce qu'il disait. Écoutez, quand il a fait cette charge contre le voile, j'étais présent sur le plateau. C'était dans l'émission « On n'est pas couché ». J'étais assis en face de lui et on lui a posé des questions là-dessus. Il a chargé le voile, il a chargé la burqa, il a dit, écoutez... Lui, en fait, en réalité, Jean-Luc Mélenchon... S'il disait exactement ce qu'il pense, il est ce qu'on appelle un laïcard, presque. C'est-à-dire vraiment même quelqu'un qui est partisan de la laïcité, presque de manière extrême. C'est un bouffeur de curé, comme on disait. C'est un vivianiste, c'est pas un... Exactement, c'est un bouffeur de curé. Oui. Bon. Après, il a fait un calcul électoral, il a décidé que c'était pas payant et que s'il voulait créer un nouveau parti, il fallait le créer sur de nouvelles bases. Donc vous croyez qu'il n'est pas sincère, alors ? Je pense que non, je pense que c'est un calcul politique. Tout à fait, je pense que c'est un calcul 100% Macron qui, lors d'une vidéo, a parlé à une femme qui était voilée et a dit, vous voyez, on peut être voilé et féministe. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout... Alors toi, tu mets dans le même sac Macron et Mélenchon. Bien sûr. Non, mais je pense que c'est faux. Oui, moi, après, voilé et féministe, en effet, c'est hasardeux. En effet, il faut faire des assouplissements avant de se faire ce grand écart. On risque le claquage, oui. Pour revenir à Gabriel Attal, vous lui voyez un grand avenir politique ? Pour l'instant, je trouve qu'il fait un sans faute. Après, comparé à Pape Ndiaye, c'était pas trop... je pense que même mon chat aurait fait mieux que Pape Ndiaye. On aurait nommé mon chat ministre de l'Éducation nationale, il aurait fait mieux que Pape Ndiaye. Ça a été le ministre de l'Éducation le plus tragique qu'on ait eu depuis la préhistoire, depuis les hommes des cavernes. C'est-à-dire, c'est tout faux. Cet homme est arrivé, il ne s'est pas contenté de rien faire. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller tenir un discours communautariste aux États-Unis, en disant en France, on ne peut pas parler du racisme, c'est un pays où le racisme pose problème. Devant une association d'étudiants noirs, mais il a le droit de parler devant une association d'étudiants noirs, tous les jours s'il veut, mais pas en tant que ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes un pays laïque, la République est indivisible, elle n'est pas divisée en communautés. Quoi, ce qui vous a choqué, c'est quoi ? Qu'il s'exprime contre la France, à l'étranger, sur une base communautaire. Mais qu'il le fasse quand il n'est pas ministre, avant ou après, mais pas pendant qu'il est ministre. Et puis c'est pas ça qu'on attend. On attendait quoi ? Le rétablissement de l'autorité, il n'a pas réussi. Le harcèlement scolaire. Il n'a pas réussi, il n'a pas essayé. Non mais le minimum, ça aurait été d'aller voir les parents, par exemple. Vous voyez, même un geste symbolique.
politique qui engage à rien, c'est pas ça l'essentiel. Mais il l'a même pas fait. Sur l'abaya, il a été aux abonnés absents, il a tout de suite jeté les ponts. Ça a été tragique. On n'a plus le temps de s'embarrasser avec des ministres tragiques. La République est en danger. Il faut remettre les barbelés. Il y en a d'autres ministres tragiques aujourd'hui au gouvernement, selon vous, encore? Il y en a plein qu'on n'entend pas. Faisons un sondage, vous allez voir, donnez des noms de ministres, même les gens Dupond-Moretti, il va passer, je crois, encore quand même inquiété par la justice, quand même. Ça vous choque inquiété pas, pour la justice, ça ne veut pas dire coupable. Hein. Donc, non, mais bon, il y avait pas une jurisprudence à une époque, quand on était mis en examen. Oui, il y a une jurisprudence. La jurisprudence. Pourtant, il y avait une présomption d'innocence aussi. Hein. Il y a eu pendant longtemps la présomption d'innocence, et ensuite on est parti d'un raisonnement qui n'est pas faux, c'est qu'un ministre mis en examen ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire ne peut pas se défendre et ne peut pas en même temps faire son boulot de ministre. Surtout quand on est ministre de la Justice. En plus. C'est ce qu'avait dit Emmanuel. C'est ce qu'avait promis. Choisir le juge qui va le juger. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron, sauf que voilà, on l'a bien vu, ne serait-ce qu'avec colère que. J'ai l'impression que vous n'aimez pas Emmanuel non, Macron. je l'aime pas et je vous le confirme. Mais j'ai beaucoup d'intuition, l'intuition masculine, parce que l'intuition féminine, on en parle beaucoup. C'est peut-être pour vous contredire et trouver un angle de contradiction. Non, pas du tout, mais vous n'êtes pas macroniste non plus. Non, mais pour aller dans le sens de Myriam, en l'occurrence, Pape Ndiaye était la créature de Macron. Absolument. Il a été installé par lui et cornaqué par lui. Et tu veux dire que c'est un fusible? Non, mais au-delà de cela, je le sais par des amis qui étaient dans le ministère à ce moment-là, même dans son cabinet. En fait, tout le monde était choisi par Emmanuel Macron, jusqu'à son conseiller, bien sûr, en communication, jusqu'à la personne qui faisait ses tweets. C'est-à-dire que le pauvre n'était qu'une marionnette. Alors, ça a été une mauvaise marionnette, donc il a été rapidement éjecté. Mais il y a d'excellentes marionnettes. Regardez les Mepotes. Les marionnettes de Mepotes. Elles sont très talentueuses. Voilà. C'est vrai que c'était une marionnette peu talentueuse. Non, mais c'est vrai qu'il y a un véritable double jeu. Attention, si vous les chatouillez, ils sont redoutables. C'est typique de... Comme les Gremlins, ça J'aime beaucoup les Mepotes. Mais avant minuit, ils sont gentils. Mais c'est typique la des cochonne, la cochonne. Inséparable pendant suffisamment C'est ça, longtemps pour il passe donner de les l'un à choses. C'est un petit peu le Éric Nolot et Éric Zemmour, pardon François, mais voilà, c'est un petit peu, voilà, on a reconstitué le duo, hein. Ils étaient moins chers. On est quand même mieux. C'est moi qui fais le mec de gauche. Et ils sont beaucoup moins chers. Oui, pardon François. Ah oui. Justement, le talent de Macron, c'est de passer de Pape Ndiaye à Attal. Dire, regardez, en même temps, Non, c'est pas du talent. c'est dire la parce que culture française vous passez n'existe de pas. Blanquer à Ndiaye et de Ndiaye ça. à Attal. Où est la cohérence? Où est la ligne? Blanquer, c'était pas non plus le Mais meilleur est-ce que ministre de les ministres ont l'éducation de la vraiment Terre. ont On vraiment va le pouvoir? exagérer. Mais il a réussi Est-ce le miracle de nous le faire quasi regretter quand même. Mais est-ce que le ministre a vraiment le pouvoir? On n'en sait rien. En fait, ils n'ont pas de pouvoir, Mais ces oui, ministres. pas de pouvoir. Ça vient de chez Monsieur Macron, ou à la rigueur de Madame Borne, et basta. Je veux dire, lui, voilà, il était. Non, ça vient pas de ça. Si. Ça vient de l'éducation nationale elle-même. Comme l'éducation nationale, c'est de l'administration, donc C'est c'est pas le impossible à ministre. bouger. Quoi. Donc c'est pas le ministre. Oui, mais enfin, C'est le si fameux mammouth, c'était. le mammouth est dur à bouger, si en plus vous essayez Ah, pas, bien sûr. ça risque pas d'évoluer. Non mais écoutez, ce qui se passe à l'école, on devrait parler que de ça, en fait, dans cette émission ou ailleurs. Tout ce qui se passe à l'école, c'est fondamental. Tout va partir de là. Tout ce qui peut changer dans notre société peut partir de là. Ça va exactement dans le sens inverse, où non seulement on a abandonné ce qui me paraît fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais pour bourrer la tête des gens, des gamins, avec les théories wokistes. Résultat, vous avez non seulement un recul des savoirs fondamentaux, mais les gamins croient de plus en plus à des thèses complotistes, aux Illuminati, à des choses comme ça. C'est-à-dire que le travail d'élaboration mentale, d'élaboration intellectuelle s'effectue à rebours. Il faut absolument reprendre ça à la base. Je suis d'accord avec Myriam, on jugera sur pièce. Événement. Oui, non mais oui, ça se réchauffe quand même. Bon. Comment ça va se finir tout ça? Comment ça va se finir? On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne peut le savoir encore. Mais simplement, une fois qu'on aura repris ça à la base, on verra que toute la société en bénéficiera. Alors, il y a deux derniers sujets pour cette introduction où, par chance, les sociétaires ne parlent pas. Vous l'avez remarqué, merci. L'actualité brûlante. aussi, c'est Ils ça. sont très indisciplinés. Ouais, très indisciplinés. Il y a un problème d'autorité. Oui, je vais rétablir un peu plus d'autorité dans la Peut-être un problème d'autorité. première partie, on va voir ça. De sanctions. Autre actualité brûlante, c'est bien sûr le débarquement de milliers de migrants sur la fameuse île italienne de Lampedusa. Ursula von der Leyen s'est rendue sur place. On l'a vu en compagnie de Giorgia Meloni. Alors ça, c'est un peu plus surprenant. Quelle doit être, selon vous, la réaction de l'Europe sur ce sujet, Éric Nolot? Là encore, une fois, vous avez quand même, à l'occasion de cet événement, vous avez eu les discours gauchistes dans toute leur splendeur. Je regrette, mais ça faisait... Parler d'Éric Zemmour, ça? Non, vraiment, d'ailleurs des gens à sa droite, mais quand même pas énormément. Quoi. Non, mais vous avez eu quand même le discours immigrationniste de base, quoi. Mais il n'y a aucun problème. Il y en a 10 000, mais il faut les faire entrer. Et s'il y en a 100 000, mais il faut les faire entrer. Et s'il y en a 1 million, il faut les faire entrer. Bon. Qu'est-ce qu'on propose
avec ces discours-là. On propose une machine infernale. Qu'est-ce que vous proposez chez Reconquête? Non, je ne suis pas Reconquête. Écoutez, si je devais être Reconquête, j'avais beaucoup d'occasions de le faire, notamment au meeting de Villepinte, j'aurais pu monter sur scène. Vous pratiquez la taquilla, peut-être? Peut-être. Qui sait. Si je la pratique bien, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Sinon, je serais très mauvais dans la taquilla. Non, mais simplement, quelle est la machine infernale qu'on est en train de préparer? Vous faites rentrer des milliers et des milliers de personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le meilleur des cas, vous allez les retrouver dans 3 mois, en train de faire le boulot que les Français ne veulent pas faire, à des prix, des salaires que les Français n'accepteraient pas. Ça, c'est le meilleur des cas. Et ce n'est pas souhaitable. Dans le moins bon des cas, malheureusement le plus fréquent, vous allez retrouver ces gens sous le métro aérien parisien ou en bordure d'autoroute. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez offrir à ces hommes, ces femmes et ces enfants? Par ailleurs, ils viennent parfois de pays et de cultures extrêmement différentes de la France, et c'est un bruit très sympathique. Et on ne se donne pas, parce que tout simplement, nous n'avons plus les moyens de l'intégration. Écoutez, c'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. S'il y a une immigration illégale, la seule solution, c'est de renvoyer ces gens dans leur pays. Donc vous êtes d'accord avec Éric Zemmour, là? Moi, je suis d'accord avec plein de gens. Plein de gens vous disent que la place de ces gens ne sont pas à être entassés sur l'île de Lampedusa, mais à revenir chez eux et à obtenir l'autorisation. Ceux qui sont éligibles au droit d'asile, évidemment, qui doivent rester. Il y a un droit d'asile européen, un droit d'asile français. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire de manière sauvage, où des gens, devant le fait accompli, vous disent on est là, il faut nous garder. Je regrette, ça ne se passe pas comme ça. La France, elle peut accueillir de nouveaux migrants, selon vous? Elle peut accueillir de nouveaux migrants à ces conditions, mais elle n'a pas à être mise devant le fait accompli. C'est pas envoyer un signal à l'Afrique que les portes sont ouvertes et que Exactement. Tout le monde peut venir? Écoutez, ce qui se passe là, c'est que la répétition générale d'un mouvement migratoire beaucoup plus vaste. Si aujourd'hui vous ne faites pas preuve non seulement de fermeté, mais de principe, en expliquant qu'on peut s'installer en France ou dans un autre pays européen, mais qu'il y a des règles. Si vous dites, écoutez, il y a des règles, mais si vous les respectez, c'est la même chose. C'est la même chose avec le droit d'asile. En fait, si vous êtes débouté, c'est la même chose que si vous l'obtenez, puisque 95% des gens ne quittent pas le territoire. Est-ce que vous l'accepteriez pour les Français? Est-ce qu'un Français pourrait dire à l'État français, moi, vous savez, j'estime que respecter la loi ou pas respecter la loi, c'est la même chose? L'État français va vous dire, non, il y a une loi, si vous la respectez, c'est bien, si vous ne la respectez pas, c'est pas bien. Et là, on est en train de dire aux migrants, soit du droit d'asile, soit de ceux de Lampedusa, que vous respectiez les règles ou pas, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, ce qui ne va pas, c'est que la France n'a pas vraiment le choix. On l'a vu notamment en Italie. C'est tant que l'Europe imposera que les migrants viennent sur nos territoires et que c'est au niveau européen que tout se joue, on pourra faire un jeu de claquettes comme on veut, ça se passera toujours de la même façon. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Il faut changer les règles, peut-être de président alors. Allez. Ça faisait longtemps. Ouais. Voilà. Dernier sujet. Parce que les responsabilités doivent je vais aller faire aux preuve d'autorité. responsables. Myriam, pas pendant la première partie, l'introduction. Dernier sujet de cette partie. Fascisme. Un peu là. Le patriarcat. Voilà. Et voilà. C'est pas très woke, tout ça. Non. Dernier sujet, les propos du réalisateur du film Les Misérables, Lajlili, au Canada, pour la promotion de son nouveau film qui s'appelle Bâtiment 5. Selon lui, la police, je cite, a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes. Comment est-ce que vous avez réagi, Éric Nolot, à cette déclaration? Je trouve que Vous la connaissez, oui, je la connaissais. Je connais bien le cas de Lajli. Expliquez comment cette haine de la police en France. Là, c'est très. Là aussi, nous sommes très, très influencés par les discours d'extrême gauche, même à gauche. Donc, en fait, on est passé de. Il faut lutter contre les excès de la police, les violences policières, à quoi je souscris parfaitement, à la police tue. Demandez, je reviens à mon exemple tout à l'heure, demandez aux gens des quartiers nord de Marseille. Vous posez une question très simple. Vous voulez plus de police ou moins de police? À la mère de famille à qui le dealer donne ou ne donne pas l'autorisation de rentrer chez elle ou de recevoir sa famille. À la mère de famille, j'ai eu un cas, on en a débattu en plateau, où 2 dealers débarquent, ils n'étaient pas contents, ils la poignardent ainsi que sa fille, parce qu'elle avait reçu des membres de sa famille et qu'elle n'avait pas eu l'autorisation. Demandez-leur ce qu'ils veulent, plus de police ou moins de police. Demandez-leur si c'est la police qui tue ou les dealers qui tuent. Ce que dit Lajli, c'est absolument scandaleux. En plus, avec le passé délinquant qu'il a, il ferait bien de se faire oublier un petit peu, monsieur Lajli. Et se servir d'événements dramatiques pour faire la promo de son film, je trouve ça absolument indigne et pour dire les choses complètement dégueulasses. Bon. Juste, et on passe au premier débat. Vous trouvez que la police est assez soutenue par le pouvoir politique en place?
Non. Pas assez par le... Pas assez Darmanin, non? Darmanin, oui. Bon, c'est le moins qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. Simplement, il y a une duplicité, il y a un discours anti-flic un peu convenu, et puis on va être les premiers à appeler les flics dès qu'il y a un problème. Écoutez, de toute façon, il n'y a que deux choix. Soit c'est les flics qui font la loi, soit c'est les voyous. C'est simple. Enlever les flics, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu l'affaire George Floyd. Il y a une ville que je connais bien, l'affaire George Floyd, c'est Minneapolis, où j'y vais chaque année pour des raisons personnelles. Ils ont ce qu'on appelle defund la police, c'est-à-dire ils ont coupé le budget et pendant un moment, il n'y avait quasiment pas de police. La criminalité qui déjà à Minneapolis était énorme a explosé et on est venu rattraper par le bout de l'uniforme les policiers, tout simplement parce que si vous ôtez la police des rues, c'est la loi de la jungle qui s'applique immédiatement. Écoutez, c'est pas un discours d'extrême droite, c'est un discours de bon sens, chacun le sait, chacun le sent. Allez, ce sera le mot de la fin de cette première partie. Merci. On enchaîne tout de suite avec le premier débat et vous pourrez participer. À tout de suite. Wokisme. Assiste-t-on à la défaite de la pensée? Quelle est l'origine de ce mouvement? De quoi est-il le symptôme? Comment le combattre? Voilà, on en vient donc à ce premier sujet de débat donc, qui porte sur le thème de votre dernier livre, Éric Nolot, le wokisme. D'abord, le wokisme, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut le définir? Parce qu'on parle de ce mot tout le temps, mais vous qui êtes un spécialiste, est-ce que vous pouvez nous en donner une définition qui est peut-être la plus fidèle? Alors, il y a la définition un peu officielle et puis il y a la mienne. Bon, c'est pas tout à fait la même, ça vous étonnera pas. Bon. La définition officielle, c'est que le wokisme, c'est l'injonction qui est faite à chacun d'entre nous d'être éveillé, c'est la traduction du mot anglais, éveillé aux injustices du monde. Donc vous devez être plus conscient des injustices du monde, vous devez être notamment plus conscient que ces injustices, c'est bien souvent, alors particulièrement moi, qui suis un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, donc là, là c'est le strike. Là, c'est vraiment là, c'est foutu là. Eh bien, je vis dans un système très injuste dont je profite. Voilà. Alors, ça part d'une bonne intention, à part que bien vite, on doit être éveillé à de plus en plus d'injustices et on va trouver de plus en plus d'injustices dans le monde. C'est-à-dire, vous n'êtes jamais assez éveillé. Bon, ça, c'est le principe de base. Ma définition personnelle, c'est que le wokisme est un totalitarisme, un nouveau totalitarisme, dans lequel on reconnaît beaucoup de traits communs avec des ismes précédents, notamment la volonté de créer un homme nouveau, de faire table rase du passé. Et comme dans tous les systèmes totalitaires, il s'agit de s'en prendre à tous les aspects fondamentaux de l'existence. Vous en prenez à l'écriture, avec l'écriture inclusive, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans la vie très intime des gens. On va réécrire les livres du passé. Vous avez vu qu'il y a tout un mouvement qui se développe. Et pour ce qui est des livres du présent et de l'avenir, vous avez ce qu'on appelle les sensitive readers, qui sont des gens chargés de repérer dans un manuscrit tout ce qui pourrait choquer quelqu'un. Mais quelqu'un au sens générique. Et il y a toujours quelque chose qui va choquer quelqu'un. Donc, en fait, il y a un système de censure. C'est aussi un système qui vous explique qu'ils sont très très branchés sur les transsexuels, par exemple. Ils vous expliquent, par exemple, qu'un homme peut devenir une femme et une femme peut devenir un homme, ce qui est impossible. On peut changer d'apparence, mais on ne peut pas changer de sexe. Vous n'allez pas changer vos chromosomes, par exemple, à part quelques cas très réussis. Moi, je trouve ça plutôt réussi, Greg Tabibian. Elle s'appelait comment avant? Georgette. Enfin, il y a encore du boulot. Ah, c'est moins bien fait que Brigitte. Voilà. Pardon, excusez-moi. Jean-Michel Ça fait pas rire. rigole, il y a un coup de petit dans la soirée, on ne va pas m'emmerder. On n'a pas donné de nom de famille. Donc, etc. Faire du passé table rase, créer un être nouveau, projet, totalitaire qu'on a vu. Alors évidemment, je ne fais pas une comparaison terme à terme, mais c'était le projet du nazisme, c'était le projet du stalinisme, c'était le projet du maoïsme, créer une société nouvelle avec les êtres qui sont adaptés. Une religion, à cette société. on pourrait dire ça. C'est une religion. C'est une religion. Oui, il y a une religion avec plus des textes, que politique, il y a même. des textes sacrés avec des grands prêtres, des chasses aux sorcières, des chasses aux sorcières. La sorcière est très importante. Et là, pour rejoindre ce que disait tout à l'heure peut-être très Myriam, forte avec des choses qui sont annoncées, qui ne sont pas prouvées, qui sont du domaine de la croyance. Tout à fait. vous le diriez complice de cette idéologie, Emmanuel Macron, par exemple?
Non, pas Parce que ça arrive particulièrement. quand même. C'est un hasard que ça arrive. Sur son... Non, d'abord, c'est un mouvement assez Mondial. ancien maintenant, qui vient des États-Unis, comme d'habitude. Non, il est plutôt. Il est vraiment pas dans la mouvance. Je crois que Myriam cherche à vous regarder, à voir votre regard, elle a du mal. Mais c'est parce qu'on est. Il me calcule pas, mais c'est pas Non, grave. C'est difficile, on m'a Y a dit pas de pas de bouger souci. la chaise. Non, vous Et comme pouvez je vous suis très retourner, vous légaliste- pouvez la regarder. Non, Ah, non, très faut bien. juste la chaise, pas la bouger, mais vous pouvez vous retourner si vous voulez. C'est parce que j'ai tendance à répondre à celui qui me pose la Non, question. mais il n'y a un pas peu de souci, bêtement. allez-y, Un peu faites bêtement. votre truc, je le Un peu ferai après bêtement. le mien. Je ne trouve pas qu'Emmanuel Macron soit particulièrement dans la mouvance Mais wokiste. Bah, quand même. le wokisme, c'est l'idéologie de la globalisation Mais déjà, est-ce que vous êtes du d'accord sur la capitalisme, définition et donc c'est forcément macroniste. Alors là, je comprends pas ce que vous dites. Il suffit, Mais bien sûr que si. il suffit de voir toutes les campagnes qui ont été faites bien sûr que l'été si. dernier. Ben, je suis d'accord avec toi. Ah, merci. L'été dernier, pendant toute cette campagne sur la transphobie, l'homosexualité, etc. Je suis désolée, si ça participe du wokisme. c'est pas lui. C'est pas lui, c'est qui? C'est pas le chef. Non, mais il en est un représentant. Je pense qu'Emmanuel Macron a ce point commun avec Jean-Luc Mélenchon de défendre des idées auxquelles il ne croit pas. Mais bien sûr que Ça, si, c'est il croit. possible. Quand il Regarde fait ce qu'il dit Greg sur Tabivan, la Max, nécessité d'avoir... Il y a des choses très très conservatrices et très réactionnaires chez Macron quand il se lâche un peu en roue libre. Il manque un roi à la France, Oui, c'est pas un très culte haut, de hein. l'autorité très Ah bon, et fort. quand il fait venir les trans à l'Élysée, non. donc ça c'est pas Oui, woke, mais ça. c'est Macron, Et c'est il en fait même des temps. photos avec lui, c'est pas en woke même du tout. temps, c'est en même temps. Ah mais n'importe quoi. C'est en même temps. Ah bon, c'est en même temps. Oui, mais c'est C'est le comme fameux en même d'accord. temps. c'est en même temps. Mais c'est pour ça que je dis Je me qu'il n'est pète pas chaud, vraiment je dans la vous ai dit. mouvance. Bah si, il est Le dans- en même temps, non mais c'est vrai qu'on va pouvoir trouver des éléments dans les deux sens. Mais par On exemple, peut toujours tout trouver chez Macron. Tu La- peux le trouver anti-voile, pro-voile, tu peux le trouver anti-migrant, pro-migrant, tu peux le trouver libéral, anti-libéral, tu peux tout le trouver, ça Mais dépend par de exemple, Il y a le monsieur d'En Marche, il t'attend là-bas. la si tu veux. verticalité. Non, mais par exemple, la verticalité n'est pas du tout woke. C'est plutôt un thème macronien ou macroniste. Vous allez pouvoir trouver dans les deux sens. Mais on ne peut pas dire que ça soit un représentant du wokisme. Les représentants du wokisme, on les Est-ce connaît, que c'est quand le même tout à fait wokisme autre est chose. d'essence de gauche ou pas? Le wokisme est bien sûr de gauche, oui, bien sûr, mais d'une gauche dévoyée, d'une gauche égarée. Recherche de la pureté? C'est une recherche de pureté, c'est-à-dire c'est une idéologie de la culpabilité en réalité. Il faut expier. Il faut expier nos fautes. Alors nous sommes plus ou moins fautifs, plus ou moins pécheurs, selon les cas, mais quand même il faut expier. Et puis surtout, il faut, comme les autres ismes dont j'ai parlé, il faut faire oublier l'homme ancien. Les staliniens essayaient d'éradiquer les bourgeois, c'était plutôt sur une base sociale. Du côté du nazisme, c'était plutôt sur une base raciale. Là, c'est sur une base sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut détruire le passé parce que c'était le patriarcat. Il faut détruire tout ce qui se rapporte aux hommes. Tout ce qui rapporte aux hommes est Ouais, Monsieur moi, Delon, hein. je vous trouve aussi très politiquement correct. Alors, je sais pas, vous dites que vous n'êtes pas macroniste et vous allez encore me dire, me rétorquer que je fais une fixette T'es dessus. objective, hein, là-dessus, Mais je je sens. suis désolée. Le YEL, c'est Blanquer. Toutes les campagnes qu'il y a aujourd'hui dans les écoles, c'est sous Macron. C'est des choses qui ont été faites sous Emmanuel Macron. Non, mais arrête de dire feu, c'est la vérité. Oui, mais qui lance une commission parlementaire Non mais pour arrête un peu. observer Est-ce l'islamo-gauchisme? C'est qui aussi c'est qui Macron. fait ça ne venir veut rien qui dire, c'est une qui commission fait venir d'origine. des drag Pas tous en même temps, qui pas fait tous. venir des drag queens dans les écoles? Excusez-moi. Enfin, à un moment, c'est pas des choses qu'on a fait sous Hollande, c'est Ça- pas des choses qu'on a fait sous On Sarkozy, peut être c'est pas d'accord, des c'est choses. ça. Macron, ça Vous voulez pas commence le tous en travail. même temps. On les a fait sous Hollande et sous Sarkozy. Déjà sous Monsieur Non, mais ça, Châtel. le mariage pour tous, c'est différent. Sous Monsieur Châtel, déjà. mais je vais pas- Attends, sous Monsieur Châtel, ministre de l'Éducation nationale en 2009, il y avait déjà Papa porte une robe. Sous Monsieur Châtel, Luc Châtel, ministre de Nicolas Sarkozy. Mais en réalité, le wokisme, c'est peut-être de la gauche. Mais en réalité, le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est la globalisation du capitalisme qui cherche des marchés et donc vend des produits à des gens qui se sentent soi-disant inclusifs, différents, je sais pas quoi. Et c'est tout. C'est pas que de la gauche. C'est même, pour moi, Non, je mais dirais le même un domaine capitalisme- économique, même capitalisme quasiment. est de gauche. Promu par Voilà. notre gouvernement Et c'est actuel. Pas tous en même temps, attends. et c'est malgré tout du macronisme qui est un représentant de ce courant-là. Bien sûr. C'est pour ça que moi je trouve que bizarre votre Là, politiquement c'est plus, correct qui dit ah oui mais non c'est pas Macron c'est plutôt Mélenchon machin. Non, mais vous- Moi je pense qu'il faut dire les mots. Hein. Non, attendez, il y a deux questions différentes. Si la question c'est est-ce que de quelque façon Macron participe à ce mouvement, on va trouver des trucs. Maintenant, Donc là, vous pouvez le dire, oui ou pas? oui, bah, on a donné des exemples. Encore que l'idéologie. C'est vrai qu'on a peut-être l'impression que vous avez un peu plus de mal. à le Non, dire. c'est pas vrai. Ben, l'idéologie d'une institution
comme l'éducation nationale, ça échappe en grande partie au président de la République et même au ministre de l'Éducation nationale. Sachant que le lien c'est Blanquer et que Blanquer était très proche de Brigitte Macron, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas fini mon raisonnement. Maintenant, si vous me dites, est-ce que Macron est une personnalité emblématique du wokisme ? Je dis non. Ce n'est pas le représentant du wokisme, parce que dans son discours, il y a énormément d'éléments anti-wokistes, ou en tout cas, qui n'y participent pas. J'essaie d'introduire de la subtilité, de la nuance dans ce débat, mais comme disait Nietzsche, malheur à moi, je suis nuance. Et comment vous expliquez, Éric Nolot, comment vous expliquez que le wokisme prenne autant racine en France, comme dans notre pays, comme vous le disiez, qui n'était pas prédestiné à avoir un accueil favorable autant qu'on le voit à ce mouvement. Si, nous avons... on l'a fait tout seul. Nous avons en France une grande tradition d'accueillir les pires conneries venues des États-Unis. Oui, elles s'acclimatent avec... On les a précédées, mais elles sont revenues en boomerang. Ou est-ce que c'est pas eux qui ont fait une mise à jour d'un logiciel intellectuel qu'on a nous-mêmes construit, qui est déconstructiviste, postmoderniste, etc. Exactement. Donc c'est peut-être le sens de l'histoire, alors aussi, peut-être, non ? Si je me fais l'avocat du diable du wokisme, pourquoi s'opposer finalement à un mouvement qui prône une égalité plus grande entre les gens, non ? C'était ça, moi, ce que j'avais compris au début. Le problème du wokisme, c'est la déstructuration de tous les repères qu'on peut avoir et qui existent au niveau de nos enfants. C'est là où c'est problématique. Sous prétexte de tolérance, ils deviennent intolérants et arrivent même à dire des choses qui vont à l'encontre de la biologie. Mais ça ne répond pas à un malaise ou à un problème, le wokisme, non ? Peut-être, mais ça, c'est certainement nos responsables politiques. Il n'y a pas d'aspect positif au wokisme ? Aucun ? Dans le wokisme, il y a aussi une chose dont on parle très peu, c'est que le wokisme veut aussi imposer aux enfants tout ce qui est transidentité, c'est-à-dire que des enfants doivent, à partir de 8-9 ans, se définir d'un genre. Quand ils sont garçons, ils doivent dire non, mais moi je suis pas garçon, je suis fille, je m'appelais Mylène par exemple. Et voilà. Et là, on est pour le coup vraiment dans un danger très important. C'est-à-dire voilà, transidentité, aussi sexe, on parle beaucoup de sexe aussi dans les écoles. Je pense pas que ce soit le rôle des écoles de parler de sexualité, de pratiques sexuelles, de fellation, de choses comme ça. Ça, vous êtes d'accord avec ça ? On va très loin. Mais c'est deux choses. Là, il y a deux choses différentes. L'éducation sexuelle, c'est une chose, mais tout ce qui relève de la transidentité, du transsexualisme, il y a quelque chose de dangereux, pour pas dire de criminel, d'introduire ce doute ou ce trouble dans la tête de gamin à un âge où on n'est déjà pas très assuré de son identité. Je parle de l'adolescence ou de la préadolescence. Il y a déjà suffisamment de troubles en soi, parce que c'est pas facile d'être adolescent. Je pense que, pour certains, ça a même été extrêmement très dur extrêmement difficile. Georgette, ça n'a pas été de la tarte, si vous passez l'expression. Donc, si en plus vous ajoutez ce trouble identitaire et cet effet de mode et de publicité où un gamin va finalement, à un âge où il ne peut pas voter, il ne peut pas boire d'alcool, mais il peut changer de sexe, va effectuer une transition extrêmement pénible, douloureuse, et puis, arrivé quelques années plus tard, va décider de faire le chemin inverse avec le même traitement hormonal. Il y a quelque chose de criminel dans cette idéologie, je trouve. Il faut lui dire stop. Je sais que c'est quelque chose une chose sur laquelle beaucoup de gens peuvent s'entendre, mais des gens sont intimidés idéologiquement par le wokisme en disant « si je m'oppose à ça, c'est que je suis un réactionnaire. Si je m'oppose à ça, c'est que je suis un facho. » Et il y a beaucoup de gens de gauche, qui sont de ma gauche, de la vieille gauche, qui sont quoi les milieux les plus touchés par le wokisme, là ? Et Greg, tu interviens après. Je ne sais pas s'il y a des milieux particuliers. L'université, la culture... vous voulez dire au niveau des... l'université. L'université, c'est devenu un nid de frelons du wokisme, quoi. Pas gentil pour les frelons. Si, moi j'ai des animaux très sympathiques, mais pas quand ils deviennent wokistes. Sciences Po est devenu un haut lieu du wokisme. L'éducation nationale, en général. Et très étonnamment, le monde de la culture est en train de se soumettre à une vitesse que j'aurais jamais cru possible. Maintenant, tous les films ont une tendance un peu wokiste. Si un film est récompensé, c'est moins pour la qualité de son scénario ou la qualité du film que pour son contenu. Vous avez vu que maintenant, à Hollywood, vous ne pouvez pas obtenir un Oscar si votre film ne reflète pas certaines valeurs de diversité, pas seulement dans le personnel, parce que ça s'entend à la limite, mais dans le thème du film. Donc on en revient à un art officiel tel que le voulaient les staliniens, les nazis ou autres, un art officiel.
Moi, quand j'étais gamin, j'étais dans une école catho, on nous recommandait des livres qui étaient en accord avec l'idéologie catholique. On savait où on mettait les pieds. Maintenant, ça ne se dit pas. On recommande des œuvres, on fait des œuvres, on crée des œuvres qui sont en accord avec l'idéologie dominante, l'idéologie wokiste. Écoutez, les gens de gauche critiquent cette mainmise du catholicisme du passé. Pourquoi ils approuvent cette mainmise du présent? C'est pas cohérent. Greg, Myriam. Une question quand même que j'aimerais vous poser, parce que vous dites, vous êtes de la vieille gauche, j'en suis. Elle est bien faite ta barbe. Oui, c'est du furet. Je te jure, c'est Sandrine Rousseau qui a fait la gueule. Bon, moi je dirais que le wokisme c'est un identitarisme qui découle d'une absence de propositions politiques nouvelles, essentiellement. Mais la critique de base du wokisme, le postulat qu'ils font, c'est que l'égalitarisme républicain a failli. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas au départ avec ce constat? Vous qui êtes de cet égalitarisme républicain à l'ancienne. Égalitarisme, c'est L'universalisme, pardon, républicain. Ah. Que l'universalisme républicain a foiré et que de fait les gens ne sont pas libres, égaux et frères. Non, ça n'a pas foiré. Il y a un moment où, d'ailleurs, ça a été théorisé par un cercle de réflexion de gauche, Terra Nova. Terra Nova, un jour, a écrit, c'est un document que tout le monde peut se procurer en 2 clics sur Internet, que les gens du peuple votaient mal. Avant, ils votaient à gauche, maintenant, ils votent à l'extrême droite. Donc, il fallait les laisser tomber pour draguer un autre électorat qui, en gros, est l'électorat issu de l'immigration et des minorités sexuelles notamment. Donc, ils ont proposé une substitution. Si vous voulez que les gens que je viens de définir, issus de l'immigration ou représentants des minorités, quelles qu'elles soient, votent pour vous, il faut mettre votre idéologie en adéquation avec la leur. Et c'est ce qu'on fait. Le wokisme s'explique par là. Alors maintenant, le problème, c'est qu'en général, les populations issues de l'immigration ne sont pas très wokistes. Voilà. Donc il commence à y avoir des problèmes de cohésion dans cet électorat parce que LGBT, pour les musulmans traditionnels, c'est pas leur truc. Et comment vous expliquez justement les alliances politiques circonstancielles qui sont là, quoi? Pour l'instant, ça marche. Les trans, quoi. Pourquoi? Pour l'instant, comment ça c'est marche. Possible? Pour l'instant, ça marche parce qu'ils arrivent à tenir un double discours. Mais vous avez vu qu'il y a de plus en plus de clashs, de plus en plus de frictions. Je pense que la NUPES est en train de se fracasser là-dessus. Et je pense que la gauche finira par se fracasser là-dessus. Parce qu'en effet, c'est 2 électorats qui ont pu être conciliés. Vous êtes d'accord à un là-dessus? moment. La gauche se fracturera sur le wokisme? Moi, j'ai un problème avec ça, parce que j'ai une vision... moi, j'ai pas une vision gauche... Non, c'est Macron, toi. Non, mais arrêtez avec ça, je m'en fous. Macron, pourquoi Macron? Parce que lui résume bien la nouvelle, pour moi, la nouvelle image de l'homme politique. C'est-à-dire, c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens et des responsables politiques qui veulent tout déstructurer, qui veulent tout mettre en branle au niveau... Tout à l'heure, vous parliez de qu'est-ce qui fait qu'un enfant est un citoyen, un bon citoyen. Et là, avec le wokisme, c'est qu'on enlève tout repère possible et imaginable à ces enfants. Et on n'en fait pas des bons citoyens. Et quand moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Éric Nolot sur le wokisme, sauf que là où mon avis diffère, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que la NUPES qui est responsable, alors que moi, je pense que justement, de donner de la lumière et du privilège à cette tendance n'est là que parce que nos responsables politiques le font, tous, pas que la NUPES, et qu'en plus de ça, ça les arrange grandement. Et moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec, même si je suis d'accord sur le fond avec votre définition du wokisme et des conséquences que ça a, j'ai beaucoup de mal avec le fait que vous n'accusiez que la NUPES. Je suis désolée. Pour moi, le wokisme, c'est une volonté de tout casser, de casser tous les codes, de faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui n'ait plus aucun repère, à tel point qu'ils ne savent même plus ce qui est bien, ce qui est mal. Je veux dire, ne pas vouloir dire à un enfant que le genre existe, c'est pas être transphobe. Après, tu peux faire ce que tu veux, mais aujourd'hui, on veut que l'enfant ne sache pas où il se situe. Et ça contribue à faire des citoyens qui sont complètement paumés. Et ça arrange bien nos responsables qui en profitent quand ils peuvent pour avoir, même dans démocratie, on en discutera par la suite, mais des mesures très autoritaires. On l'a vu notamment pendant la crise sanitaire. Il y en a un qui est très discipliné. François, je tiens vraiment à te féliciter. La première émission, en général, c'est ça. Il est très discipliné. Si je suis à nouveau invité, je vais me lâcher, mais là, je suis resté très sage. Tu peux te lâcher. Non, mais j'aimerais tout de même dire une chose. J'ai le sentiment que ce plateau reflète tout le danger et le succès du wokisme.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que d'eux, avec leurs mots, avec leurs sémantiques. On a aussi d'ailleurs la manière dont Emmanuel Macron a instrumentalisé cette idéologie. D'ailleurs, vous avez vu, on s'est tous divisés autour de est-ce qu'il est ou non woke, sachant que je crois qu'ici, il y a un large consensus pour critiquer ce courant de pensée. Donc, on a le génie de ce courant. Et est-ce qu'on ne tombe pas tous dans le panneau? Éric Nolot, c'est ma question. Est-ce qu'avec votre livre, C'est la faute à Rousseau, vous n'êtes pas tombé en fait dans l'eau sombre et sale et boueuse du wokisme en utilisant leur vocabulaire? Vous le savez mieux que personne, c'est la langue qui façonne le monde. Or, on est en train d'utiliser de plus en plus, je voyais les nouveaux mots dans le dictionnaire. C'est absolument fascinant. Chaque mot qui rentre dans le Robert, je ne vais pas vous les citer, mais antisexiste, antispéciste, Yel, c'était l'an dernier. Il n'y a aucun mot, entre guillemets, venu du conservatisme. Je crois que le dernier, ça doit être islamo-gauchisme. Il vient de Pierre-André Taguieff, qu'on ne peut pas accuser d'être d'extrême droite. C'est après le seul mot qui a eu un peu de succès. On emploie en ce moment un mot qui est celui de l'adversaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire monter Sandrine Rousseau? Est-ce que cette femme n'est pas un génie absolu, déjà, qui est le meilleur fer de lance du wokisme wokisme dans la société? Vous lui donnez une autorité qu'elle avait déjà un petit peu quand même, mais qui est encore... Non, mais c'est un honneur presque que vous le consacriez à un livre. Je comprends qu'on se pose la question, mais avant de combattre un phénomène... Vous êtes peut-être amoureux d'elle, sans le reconnaître. Hein. Écoutez, alors vraiment, c'est très... Non, j'entre pas dans les détails. Je préfère pas répondre à cette question. Non, mais je comprends qu'on puisse se poser les questions que vous venez de poser, mais avant de combattre quelque chose, il faut le nommer. Il faut quand même le cerner. Bien sûr. Et c'est Sandrine Rousseau qui est l'incarnation du wokisme en France. Vous l'avez bien dit, bien fait comprendre dans vos questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Sandrine Rousseau, et selon la formule consacrée, de quoi elle est le nom. De quoi elle est le symbole. Je parle de bien autre chose dans le livre. Sandrine Rousseau, c'est un très bon symbole parce qu'elle regroupe beaucoup des mots MAUX et des mots MOTS dont nous parlons ce soir. Mais effectivement, mon livre dépasse son peut-être le symbole entre wokisme et idéologie aussi. Parce oui, mais vous voyez, moi, ce que j'observe, c'est que parmi les lecteurs de La faute à Rousseau, l'écologie aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui me disent, mais quand même, on ne savait pas que c'était à ce point-là. Il y a quand même une question de révélation. Il y a quand même une idée de révélation. Les gens disent, ah ouais. Quand même, parce que... Quand on compile... Oui, parce que Rousseau, les gens voient un petit extrait par-ci, par-là, et sur Internet, à la télé, et puis ils font pas le puzzle. Ils ont pas passé... de l'information générale. Voilà, ils n'ont pas passé 2 mois, comme moi, à regrouper le puzzle. Vous croyez vraiment qu'elle a des partisans en France, Rousseau? Oui, bien sûr. Elle a failli prendre la tête du parti écolo, quand même. Ah, ouais. Donc elle a quand même une assise politique. Après, moi, ce que j'observe, c'est qu'il commence à y avoir un mouvement de contre-attaque contre le wokisme. Il y a beaucoup de livres là, qui ont commencé à apparaître. Il y a aux États-Unis un petit mouvement de retour en arrière. Oui, peut-être. C'est ça le problème. Peut-être, mais en France, ça commence un peu. Nicolas Mathieu, qui est mettant la littérature, a critiqué, c'est Kevin Lambert, qui a utilisé des sensitivity readers, donc... c'est bon signe, mais il y a tellement peu de relais. Comment faire pour combattre le wokisme? C'est ça la question. Mais le wokisme, il faut céder sur rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser intimider. C'est un mouvement qui est très intimidant parce que c'est un mouvement qui se réclame d'une valeur sacrée à gauche qui est le progressisme. Comment est-ce qu'on peut être contre le progrès ? C'est ça. Donc si vous êtes contre le wokisme, vous êtes contre le progrès. Le progressisme, attendez, mais le progressisme et le wokisme, qu'est-ce que c'est? C'est les petits enfants de Voltaire, de Rousseau. Mais bien sûr que si, c'est la République des Lumières, le wokisme. Oh là là, il repart. C'est la même pièce. C'est ça. Je suis désolé. Quand on est républicain, au final, on devient wokiste parce que c'est ça, c'est l'idéologie de base. Parce que c'est l'homme nouveau. La République, c'est l'homme nouveau. La différence entre le progressisme et le... Mais bien sûr que si. La République est d'accord. Ah oui, à TVL, le public est d'accord, oui. La différence entre la notion de progressisme dans le wokisme et la notion de progressisme traditionnel... C'est la boîte de Pandore que si tu l'ouvres, eh ben, tu auras au final le wokisme. Et c'est comme ça. Et si on se dit républicain, on est wokiste, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas la même notion de progrès. Même sur les 10 dernières années, il y a un différentiel qui est majeur. C'est que pour la pensée woke, l'amélioration concrète des conditions de vie des gens qui sont estimés souvent à raison comme étant discriminés ne passe que par la suppression de certains privilèges d'autres personnes. Ce que je peux comprendre d'une logique marxiste du point de vue économique. Mais du point de vue des progrès sociaux, c'est un non-sens.
Parce que les mêmes personnes, par exemple, qui ont voté le mariage homosexuel il y a quelques années, nous disaient mais si on vote le mariage gay, on n'enlève pas aux hétéros la liberté de se marier. Mais on ouvre la boîte de si Pandore. on fait l'égalité On ouvre homme-femme, une on boîte de n'enlève pas Pandore. aux hommes quoi que ce soit. Si on lutte contre les discriminations raciales à Tu l'embauche, on ouvres n'enlève pas quelque aux hommes. chose qui fait que Donc tu c'est auras pas la la même conclusion notion de de la progrès. transidentité. Tu as d'un côté une notion de progrès qui est collective et inclusive mais dans le faut sens pas où on confondre rajoute, homosexualité, et dans l'autre où il faut enlever aux uns enfin, pour redistribuer aux bah autres. non. Ce qui d'un point de vue économique se justifie, mais pas tu auras la Mais transidentité, n'importe tu auras les quoi. genders, tu auras tout ça. rien. Bah, bien sûr que si, bah, c'est évident. Ça, c'est très réactionnaire. Ouais, Bah, c'est très réac. mais j'ai raison. Non, mais Non. ça, c'est un raisonnement très réactionnaire parce que c'est tout ou rien. Ouais, on c'est est là, deux je suis personnes de d'accord. gauche. donc Entre on le va rien, se non, mais- réactionner. Moi, je suis réactionnaire. Entre le rien et le tout wokiste, Oui, bah, je suis il y a une d'accord. troisième voie. Il y a une Mais troisième non, voie. il n'y a pas de troisième voie. Si vous ouvrez quelque chose, vous aurez au final le wokisme. C'est pas plus compliqué. le Vous avez fait parallèle- un mariage pour tous, vous aurez les genders, les non-binaires et compagnie. n'importe Et c'est ce quoi. qui s'est passé. Et c'est Mais ce qui tu s'est peux- tu vas passé. discuter Ironie, son avec- bouquin, tu c'est vas- pas parce qu'il y a eu Jean-Jacques Rousseau qu'il y a eu Sandrine Rousseau. Bah hein. si, il y a eu. Non, non, il y a pas de lien de causalité. C'est parce qu'il y a eu Voltaire, c'est parce qu'il y a eu Rousseau, Voltaire et les Lumières qu'il y a eu aujourd'hui Sandrine Rousseau. Voilà. Non, attendez, Bien sûr que si. Je vais vous dire pourquoi ce Là, raisonnement, j'aimerais qu'on ait 2 heures pour que tu me fasses la chronologie. là. ce raisonnement est fallacieux avec 2 L. Pourquoi c'est fallacieux? Parce que très bien, Voltaire essayait de se libérer, de nous émanciper d'une tyrannie. D'une laquelle tyrannie religieuse, notamment. Bah, franchement, entre la tyrannie politique et la tyrannie religieuse, bon. Bah, vaut mieux la tyrannie religieuse que politique. Hein. Oui, bah écoutez, là vous êtes ça dépend. Ah bah, si, Ça dépend de quel réactionnaire. côté tu Je savais même tiens. pas qu'il y avait des Si la France était réactionnaires qui restée existaient chrétienne comme ça. comme elle devait l'être, Je je termine. pense qu'on vivrait tous Je termine. plus heureux. Or, ce qui se passe avec le wokisme, c'est le wokisme vous explique que jamais on n'a vécu dans une tyrannie pareille. Jamais les femmes ont été aussi oppressées. Excusez-moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des progrès à faire. Je vous dis simplement qu'en France, en tout cas sur les 100 dernières années, c'est une période à peu près ininterrompue de progrès féministe. Ça Mais les femmes ça ont va mieux pas assez vécu loin. sous la monarchie. Hein. Non mais d'accord. Non, Ah oui. non. Bah si, les femmes ont mieux vécu sous la monarchie. Lesquels On n'a Bah, aucun. bah, sous l'ancien régime. Lesquels Les femmes ont mieux vécu sous Mais l'ancien lesquels régime. Mais tu qu'en plaisantes, République. elles avaient Les femmes, pas elles n'ont droit. plus voté qu'en 46. Ensuite, il vous explique que La Troisième jamais République, elle n'a pas voté, les femmes. jamais on a vécu dans une pareille tyrannie raciste. Excusez-moi. On n'héritait de rien. Mais voilà. On- Oui, non, ça, On c'est était bon, dépendants de notre mari, on n'avait pas le droit de travailler, on n'avait pas le droit d'être des réacs. C'est la modernité, C'est le prolongement une historique de la réalité modernité, historique. alors que la postmodernité, au Mais pourquoi Et contraire je de te ce dis qu'elle avec prétend, toi d'ouvrir des veut livres. tuer la et après, tu modernité vas pour regarder. revenir Non, à mais une je forme de sais, tradition. le courant de pensée que vous représentez est très intéressant. Ah bah, c'est- Vous êtes un angoissé. Non, je suis pas angoissé. Si, je vais vous expliquer ce qui vous Très, très angoisse. bien. C'est le bon Je vais hospisme. vous expliquer ce très qui bien vous dans ma- angoisse. dans ma vie, C'est que les gens qui pensent comme vous, il faut absolument qu'ils soient dans une Je crois que société. M. Zemmour pense comme moi un peu. Bah écoutez, je lui demanderai, puisque je le vois plus souvent que vous, mais les gens comme vous, pour être rassurés, il faut qu'ils vivent dans une société coercitive où tout est décidé. La liberté vous fait peur. Effectivement, Je suis pas du... la justement, liberté, je trouve non qu'on mais n'est pas en liberté. la liberté est plus difficile à vivre Ben- que la tyrannie. C'est plus difficile Ben, à moi, vivre. moi, je ne trouve que- pas qu'on vive en Je termine liberté ma en phrase. France Je termine en ma phrase. 2023. Oh là là. Je termine ma phrase. C'est évidemment plus difficile de vivre dans une démocratie que de vivre dans un pays où on vous dit il y a un roi de droit divin et le successeur sera son fils. Il y a des privilèges pour toujours qui seront ceux de la noblesse et des gens auxquels vous devez obéir, que vous devez écouter, c'est le Ce clergé. que vous dites, Ça vous angoisse. Ce que vous dites, ce n'est pas la liberté réalité. vous angoisse. Et puis le bon roi, comme vous dites, lui n'a jamais imposé des C'est passes. vous qui dites le bon roi. Il n'a jamais imposé des passes, il n'a jamais imposé des URSAF, par exemple, des choses comme ça. Il n'a jamais imposé Vous rigolez. des 2014, des doses, URSAF, voilà. Vous rigolez ou quoi? Ben non. Les impositions. Mais les impositions, elles ne pèsent pas 75% comme aujourd'hui. Hein. Ça, je peux vous le dire. Il y a un truc qui est là, c'est que les gens bossaient moins. C'est vrai. Non, c'est Mais vrai, ça, que c'est une réalité. c'est vrai que sur le pass, Ça, c'est une réalité. sur le pass, il n'a pas tout à fait tort. hein, si je C'est peux pas me permettre. sérieux, c'est pas sérieux. Bah, si. Je comprends que vous soyez angoissés, on est tous je suis angoissés. pas angoissé. C'est une erreur d'analyse. Moi, je vis très bien ma vie. Hein. C'est une erreur d'analyse Ouais. qui n'était pas le seul à faire, c'est que pour beaucoup de gens de droite, la postmodernité est la continuation historique de la modernité. Or, contrairement à ce que prétendent ces gens, ils veulent détruire les acquis de la modernité, Oui, bien au sûr. sens historique, les Bien lumières, sûr, oui, etc., oui, bien sûr. pour revenir à une forme de tradition Oui, ils veulent. extrêmement mimétique, Mais moi, extrêmement girardienne, Vous voulez- bagique, Je de vois pas que dessiner la un zone France- émissaire mais de moi, je base. ne vois pas que la France se C'est-à-dire porte mieux. autorité, clergé. Dit-il en bouffant son saucisson. Moi, je ne vois pas que la France se porte Tu mieux. as assimilé, moi je m'en fous. Non mais moi je vais te dire, moi je vois pas que la France se porte mieux depuis la Révolution qu'avant la Révolution. Et tu y étais. Bah, Bon, les amis, on va pas vous. Vous vous mettre voulez d'accord, éteindre mais- les lumières. voilà, chérie. totalement. Est-ce que. Comment vous expliquez justement que ce qui est censé être le temple de la raison et de la rationalité, à savoir l'université par exemple,
puissent être si poreux à ce type justement d'idéologie, parce que c'est plutôt des gens qui sont un peu la quintessence quand même de l'intelligence théoriquement. Ils ont dit énormément de conneries à travers les années, ils continuent. L'université a été maoïste, l'université a été stalinienne, l'université a été extrême gauchiste, maintenant elle est wokiste, ils tombent dans tous les panneaux. En plus, l'université, vous m'en parlez comme d'une entité qui flotterait dans l'air, mais c'est fait d'individus. C'est fait d'individus qui ont toujours été sensibles aux pires théories et dont le niveau intellectuel ne cesse de baisser. Sandrine Rousseau, vice-présidente d'université. Voilà. Fin de la démonstration. Voilà. Et ça dit beaucoup de choses du niveau politique aussi, selon vous. Non, mais le wokisme n'est possible qu'en raison de l'effondrement du niveau intellectuel, en réalité. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, il y a une autre tradition dans cette émission, enfin pour ce débat en tout cas. Est-ce que vous connaissez, c'est Ignace. On peut l'applaudir. C'est notre dessinateur, caricaturiste. On renoue un peu avec la tradition de feu droit de réponse de Pollack. Je suppose que c'était une émission que vous aimiez beaucoup. Oui, j'aimais bien. Alors, j'ai travaillé avec Pollack. Vous avez travaillé avec lui? Bon souvenir, oui. Un bon souvenir? Et je lui ai succédé à On n'est pas couché, vous savez. C'est vrai. C'est parce qu'il est tombé malade que comme quoi. je l'ai remplacé et puis il n'est jamais revenu. Je devais le remplacer pour quelques émissions et il était trop malade. Ouais. Eh ben, écoutez, comme quoi, il y a peut-être un lien. Alors, la première, voilà la production d'Ignace. Montée du wokisme, montée du fascisme. La faute à Rousseau, la faute à Nolo. On peut l'applaudir. Greg Tavidian, l'anti-woke. Quand on me dit que je suis complètement noir, je ne me sens pas stigmatisé. Pas mal. Bravo. Wokisme ou conscience éveillée, certains ont du mal, ils semblent dormir. Fabius au Conseil constitutionnel. Pas mal. Laurent Fabius en 2023, chapeau. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Si on constate factuellement la montée de l'immigration, nous sommes d'immondes fascistes. C'est Mélenchon. C'est Mélenchon ou Nolo, mais on sait pas. Ah, c'était Nolo. C'était Nolo. Plutôt, quand même. Non, je vous la donne. La tête de Mélenchon. J'exagère un peu. Éric Morillo contre le wokisme, le bokisme. On boit des coups, on s'engueule, on s'aime en toute liberté. Pas mal, merci. Et enfin, la dernière, Rousseau contre les stigmatisations. Qu'est-ce qui vous fait dire que Chabal est un homme? Eh ben, qu'est-ce qui me fait dire que Tabibi en est un aussi, hein? Allez, et pour toi. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'interview confession. Allez, avant le second débat, donc ce qu'on appelle l'interview confession, c'est un peu notre questionnaire de Proust, des petites questions très simples, vous y répondez si vous le pouvez le plus rapidement possible. Première question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout? Je pense que ce serait la trahison. Vous avez déjà été trahi? Oui. Et vous voyez le... Ah oui, je crois que dans une autre émission, vous m'avez parlé de ça. Oui, l'expérience du meeting de Villepinte, le fameux meeting de Villepinte de Zemmour, là, auquel j'ai assisté. La manière dont les gens se sont éloignés de moi après, des gens que je connaissais bien, des amis pour certains, des copains pour d'autres, c'était très instructif. Il y en a un qui vous a plus particulièrement touché dans justement la rupture, dans cette trahison? Non, c'est un prix collectif. C'est un prix collectif, mais il y avait deux attitudes assez marrantes à observer. Il y avait les gens qui s'éloignaient en courant, et puis il y avait les gens, vous savez, qui s'éloignaient centimètre par centimètre, quoi. Le lendemain de Villepinte, vous avez un rendez-vous, le mec, tout d'un coup, il avait une urgence médicale, quoi. Voilà. Je te rappelle, hein, même qui s'éloignaient, voilà. Et d'autres qui partaient, mais vraiment... prendre leurs jambes à leur cou. Non, mais c'est à la fois très instructif, mais moi, je me fais une autre idée de l'amitié. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à comprendre. On me dit, mais vous êtes vraiment très fidèle à Zemmour, quoi qu'il arrive et tout. Mais c'est pas une question, en réalité. C'est pas un débat. C'est un ami, c'est un de mes amis les plus proches, et ça restera comme ça. C'est un de vos amis les plus proches? Ah, absolument, un de mes 3 amis les plus proches. Donc ça restera comme ça. Donc il n'y a pas de débat. Et puis, je ne comprends pas très bien quelle est l'alternative. C'est vous faites une confession, comme au temps du stalinisme, vous arrivez, écoutez, je regrette, je me suis fourvoyé, en fait, cet homme est le démon, cet homme est le diable, t'es pas un ami, je ne peux pas. Non, c'est pas possible, vraiment, je le renie publiquement, voilà. Vous trouvez qu'il a eu raison de donner la tête de liste à Marion Maréchal pour les européennes? Je pense qu'il a surtout eu raison de ne pas la prendre, oui. Ah oui? Oui. Je pense qu'on ne fait pas la présidentielle et la tête de liste aux européennes. Et vous pensez qu'il va être de nouveau candidat en 2027? Il vous en parle?
On en parle et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Allez, question suivante. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? Allez, on me dit de faire plus court dans l'oreillette, donc allez, On fait ce qu'on veut. voilà. Merci. Stop au fascisme de l'oreillette et de la régie. Je pense que le livre qui m'a le plus impressionné, je ne dis pas le livre que je préfère entre tous, mais le livre qui m'a le plus impressionné, c'est les récits de la Kolyma de Varlam Shalamov. Donc Shalamov a passé 18 ans dans les bagnes soviétiques à la Kolyma et il a attiré un livre incroyable parce qu'il vivait dans des conditions absolument inouïes, une persécution totale, et il a réussi à en tirer un livre d'une qualité littéraire incroyable sans jamais céder. Dans ma bibliothèque, j'ai une photo de Shalamov qui est une photo de police. La première fois qu'il s'est fait ramasser par la police stalinienne, le regard du type. Je me dis, bien sûr que nous ne serons jamais à la hauteur, mais il faut essayer de ne pas trop démériter de lui. Les récits de la Kolyma de Shalamov, il faut avoir lu ça une fois dans sa vie. Troisième question. Êtes-vous satisfait de l'image que l'on donne de vous? Personne ne peut être satisfait de l'image qu'on donne de soi parce que tout simplement, c'est pas soi. On a l'impression qu'on parle d'une autre personne. Il y a un double qui s'est échappé et qui mène sa propre vie. Donc, parfois, il me ressemble un peu, parfois, il ne me ressemble pas. Non, la vérité est ailleurs. Avant-dernière question. Quel personnage historique aimeriez-vous être? Moi, mon personnage, alors c'est à la fois un personnage historique et un personnage fictionnel, mais mon personnage préféré de tous les temps, c'est Zorro. Ah. Ouais. Moi, j'aurais voulu être Zorro. Jean Dujardin va l'incarner, là, je crois. Oh non. Non. Ah. Sérieux? Ouais, j'aime pas. Pour moi, c'est Ça a Guy un- Bah, j'ai vu un Williams. tweet, ouais. Il y a un Delon aussi, Zorro. Oui, mais c'est Guy Williams, le Zorro original. Moi, j'aime beaucoup les doubles personnalités. J'aime beaucoup. Et puis, Zorro, la nuit, il faisait le coup de poing, il sauvait la veuve et l'orphelin. Et puis, le jour, il faisait des vers. Un peu la vie que je mène, moi. Je lis, j'écris des livres le jour. Et puis, la nuit, là, quand la nuit tombe, je viens me castagner avec... Voilà, vous voyez. Donc, je me reconnais dans Zorro. Vous êtes dur avec... Vous êtes dur avec... Oui, sauve le monde. Vous êtes dur avec Jean Dujardin parce que il Non, était, c'est il pas était avec ça. son béret là. Vous avez vu la Coupe du Monde de rugby là. Non, il ça était- j'ai bien aimé. Simplement, quand vous êtes attaché à un Zorro, parce que c'est des souvenirs d'enfance, Ouais, ouais. quand il y avait maintenant la télé, les gamins, ils peuvent pas imaginer ce que c'était que la télé avant. Il y avait que Zorro, quoi. On avait 2-3 programmes, et Zorro, c'était extraordinaire, quoi. C'était une manière de s'échapper, de s'évader, et il était parfait. Guy Williams, il était parfait. C'était l'élégance, la classe, le redresseur de tort. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est valable aussi pour Antonio Banderas, qu'il a. Non, il y a qu'il rien contre incarné de- Dujardin, Ah quoi. non, Dujardin, moi je l'aime beaucoup. Il est sympa. Physiquement, il le fera bien, je pense. Oui, mais c'est très certainement. Et un bon acteur aussi. Un très bon acteur. Bah voilà. Allez, dernière question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie? Bon là, faut varier parce qu'en général, la naissance de mes enfants. Bon bref, tout ça. Ah bon, c'est vrai, il y a- Ah non, il faut que vous y alliez il y a plus. des réponses interdites. Ouais. Ben, il y a eu la naissance de mes enfants. Eh ben voilà. Non, si on sort des choses un peu convenues, la naissance de mes enfants par Ouais. exemple, il y a d'avoir été envoyé faire mon service national en Bulgarie. Oui. Vous avez rencontré d'ailleurs la mère de vos enfants. Alors, j'ai rencontré la mère de mes enfants, dont la naissance a été un événement très important dans ma vie. Et en plus, j'étais déjà branché sur le Balkan avant, sur les pays de l'Est, mais j'ai fait une maison d'édition qui était très orientée sur les pays de l'Est. C'est devenu mon deuxième pays, la Bulgarie. Donc ça a été, ça a été un événement, un événement très important, en plus de la naissance de mes enfants, évidemment. Bien entendu. Eh bien écoutez, ce sera la fin de cette interview confession. Allez, on enchaîne avec le second et dernier débat de Bistro Liberté. À tout de suite. La liberté d'expression, une valeur en voie de disparition? La liberté d'expression est-elle une liberté secondaire au pays de Voltaire? Y a-t-il des sujets interdits? Comment rétablir un espace public libre et sans censure? Allez, c'est maintenant l'heure donc de parler de la liberté d'expression, ce qui ne va pas nous éloigner tant que ça du wokisme, je pense. Alors d'abord, Éric Nolot, encore merci d'abord d'avoir accepté, donc je le dis, de venir sur TVL, hein, puisque en effet, parfois il y a des échanges un peu animés, mais ça vous effraie pas. Donc, Non, j'ai un peu l'habitude. Et d'ailleurs, vous avez facilement accepté que Myriam Palomba soit à vos côtés. J'ai Parce jamais refusé la présence de quiconque.
Et vous trouvez que ça discrédite d'ailleurs le rôle de... Contrairement à Mélenchon. qui a exigé publiquement mon éviction de 2 plateaux pour, en échange, participer à l'émission. Monsieur Zemmour a fait la même chose aussi avec moi. Mais vous avez... Mais pas ici, sur TV attends, Liberté, Myriam, pas sur pas du TV tout. Liberté, c'est vrai. Il était là, bien sûr. Mais vous avez remarqué, je suis une personne distincte de M. Zemmour. Oui, je sais, bien sûr. Comprenez. Bien sûr, On m'a bien pas sûr. demandé avant, Oui, hein, j'ai compris, c'était votre meilleur ami, mais vous ne le rejoignez pas sur Un tout des ça. 3 meilleurs amis. Un des 3 meilleurs Un des amis, 3 c'est meilleurs vrai. amis. Alors, au-delà du wokisme, Éric Nolot, quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France, vous que l'on pourrait qualifier de libre penseur, je me trompe? La liberté, c'est un mot qui me va bien, oui. Après... Sauf pour les non-vaccinés. Ah oui, alors on va tout de suite crever l'abcès, parce que ça, je sais... Oui, non mais voilà, j'avais... Attendez, c'est alors- quoi la question? C'est Non, les non, non-vaccins, non, non, c'est alors- la liberté en général, Alors, la liberté c'est vrai que j'avais moi-même, quand je vous ai reçu, subi un flot incroyable de critiques parce que je ne vous avais pas posé une seule question sur votre rôle pendant tout ce qui était période de crise confinement, sanitaire. la crise sanitaire. Donc on va essayer de crever l'abcès juste rapidement, c'était pas le but, mais en effet je sais que c'est vraiment votre point de divergence. On reste dans le domaine médical. Voilà, dans le Crevons domaine l'abcès. médical, on crève l'abcès. C'était ça que tu voulais, tu m'avais dit, que tu conditionnais un peu ta venue à lui poser une question là-dessus. C'est ça que tu voulais Non, c'est pas que je veux lui poser une question là-dessus, c'est juste qu'en fait, pour moi, je me dis, mais en fait, la liberté d'expression, c'est un concept qui vous va bien, sauf pendant cette période Covid, en fait. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait Vous avez fait des comme tweets quand même. déclaration Vous avez fait des tweets quand même qui étaient quand même sacrément. Ah oui, dites-moi. Oui, je peux vous le dire, vous voulez ou Oui, bien on sûr, fait ça oui, ce sera... D'accord. Non, mais autant qu'on discute sur des choses Donc, un peu concrètes, oui. se pose très sérieusement la question du confinement des non-vaccinés, parce que quand on a tous essayé par les voies démocratiques, il ne reste que l'autoritarisme, et que, puisque le taux de vaccination est trop bas. Alors, je sais pas, où est la Oui, liberté d'expression là-dedans Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ah bon Non. D'accord. Je dis simplement qu'il doit y avoir un traitement différencié entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Mais parce que vous trouvez que, c'est-à-dire la loi se faire vacciner, être dans l'obligation d'un vaccin, c'était respecter la loi, c'est ça? Ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas dans le cercle de la démocratie? Il y avait une obligation, n'est-ce pas? Oui, qui était justifiée ou pas? Qui était justifiée. À l'époque, selon moi. vous avez participé à tout ce discours, en fait, qui était totalement Je n'ai pas totalitaire. participé à ce discours, j'ai Si, vous avez exprimé fait une opinion. vous avez fait partie des gens Vous savez sur mieux que moi ce les que j'ai voulu sur les exprimer, médias. Non, j'ai repris tous vos tweets et toutes vos interventions trop télé. aimable. J'ai Vous travaillé ennuyez un petit- dans la vie, vous Non, ennuyez pas du tout. Je l'ai fait là pour l'émission. Ça m'a pris 10 minutes, parce qu'en même temps, c'est pas toujours très intéressant, donc ça va assez vite. Vous savez, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Donc voilà. Donc je sais pas. En fait, le Covid, c'est le seul sujet sur lequel le vaccin, on peut pas discuter. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous êtes Voilà, tout de je suite, vais venir un peu à- tout de J'ai suite pas catégorisé, compris, je tout de comprends suite pas. catégorisé complotiste. Je comprends pas le lien avec la Ah, liberté d'accord. d'expression. Bah, écoutez, Je vous dis alors, simplement, je finis. Je vous dis simplement qu'il y avait une obligation. qui n'était pas justifié. Ah, mais ça, c'est Non, mais vous ça, qui le c'est- dites. ça- Donc en fait, si vous voulez, moi la liberté d'expression, c'est pas à géométrie variable quand ça arrange ou quand ça arrange pas. C'est pas parce que vous Très avez. intéressant ce que vous dites. Ah, Ce d'accord. qui n'est pas toujours Non, le mais cas. ça peut être quand même une question assez intéressante. Mais là, c'est la Non, petite ah, vanne, c'est la petite vanne de retour, voilà, mais c'est pas grave. c'est très bon commentaire, ça. Parce que les gens n'avaient pas compris. Donc ça, Non, c'est mais bien c'était que pas vous y ironique, arrivez. là, c'est une question qui a un fondement, moi, je trouve. J'essaie de là. répondre. Je trouve ça très intéressant parce qu'il se trouve qu'à l'époque, j'ai participé à une émission qui s'appelait Balance ton poste. Balance ton poste était une émission hebdomadaire dans laquelle intervenaient des gens de toutes opinions. Et notamment la mouvance anti-vax était extrêmement représentée. Et maintenant, quelques temps plus tard, vous venez me dire vous n'acceptiez pas de débattre, je débattais chaque semaine avec eux. Vous étiez pour leur interdiction, je partageais le plateau avec eux, et ces gens-là, on leur faisait fermer leur gueule, je ne sais plus l'expression que vous avez utilisée, alors qu'ils avaient table ouverte, opinion ouverte sur ce plateau. Qu'est-ce que vous venez raconter? Qu'est-ce que je vais raconter, vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs dans Balance ton poste, les gens qui ne seront pas vaccinés acceptent qu'ils n'auront pas les mêmes droits. Oui, Ah, mais d'accord, c'était le donc, cas. C'est pas de la liberté d'expression. Ah bah si, bien sûr c'est la que liberté si, tout ça court, y mais c'est pas un participe truc de aussi. liberté Ça y d'expression. participe Non, mais excusez-moi, tout court mais- aussi.
Je suis désolée, ça y C'est un autre participe. sujet. Là, Non, en c'est l'occurrence, pas le la sujet. liberté d'expression, C'est un autre sujet. Pardonnez-moi, vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Mais je si, ne crois pas. mais si. Non. Je vous dis simplement, là c'est en plus ce que vous citez, c'est une évidence, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça d'ailleurs, puisque en effet, le fait d'être vacciné ou pas vacciné, vous donnez accès à certaines choses ou pas. Nous sommes Mais d'accord ou c'était pas? complètement débile, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un là-haut qui avait décidé que c'était comme ça et Mais c'est ça, tout. c'est pas le sujet à l'arrière, Mais c'est plus si, sur la parce que liberté d'expression, ça. bien sûr Est-ce que tu si, parce considérais que c'était ton un sujet expression sur le- était... C'était un sujet sur lequel C'est on sur ne la question de pouvait la pas liberté, là. Parce que discuter sans Greg- être taxé on a été censuré sur les vaccins. On a été censuré, je suis désolée, aujourd'hui on le sait, on a été censuré, on a été traité de on a été complotiste censuré et sur les- Monsieur Ouais, voilà. les Nolo, réseaux, sur les et réseaux, Monsieur c'est Nolo a participé à toute cette... Vous avez participé à cette vindicte à ou pas toute cette Moi je me vindicte. demande une chose, cher ami. Est-ce qu'à un moment, Vous voyez, elle a quand même ses partisans aussi. Hein. bien sûr, mais tout le monde a ses partisans, Mais on c'est l'a ça qui pas est perdu merveilleux. comme on a perdu Enthoven, faut Non pas mais déconner. tais-toi, arrête, c'est exactement la même chose, Enthoven ou Eric Nolot, c'était même Ah non, 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 Enthoven, moi... bien moi... sûr que si. Enthoven, Non, il non, voulait non, envoyer les gens en Enthoven- tôle, arrête. Bah, il est traité de montre, mais quand vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas les mêmes droits, excuse-moi, ça revient un peu au même, c'est peut-être dit de façon plus élégante, mais c'est exactement la même chose. Bon, est-ce que, cher ami, à Vous un écrivez moment dans ou à un autre- Franc-Tireur, c'est pas très Franc-Tireur, si je peux me permettre. Je quoi supporte pas beaucoup la contradiction, Franc-Tireur. Mais pourquoi vous me parlez de Franck-Tireur? Bah parce qu'on parlait de Raphaël Enthoven, et c'est vrai que j'en profite parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, par rapport à la notion du complotisme, dès qu'on émettait, c'est vrai, un avis un petit peu divergent de la doxa, on était immédiatement taxé des pires mots, quoi. Et Mais là, c'est vous vrai- parlez de Franck-Tireur, Non, invité. non, mais parce que je Raphaël profitais aussi que vous... D'accord. Non, mais vous Non, parce que Non mais c'est là où... Non, là, mais on ça parle rejoint- d'Enthoven qui Non, n'est mais pas parce que moi, vous- et on parle non, de la mais- liberté c'est là où- d'expression, mais pas là. Mais c'est Donc, justement ce Non, qu'il parce vient que de vous dire. participiez quand même de cette Mais mouvance. est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Parce que je crois que je suis venu pour ça. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Bah, Je l'ai vous cru. voyez. Non, non, mais- Je l'ai cru. Écoutez, vous voyez, Je voudrais savoir si... la à un parole moment- est à l'accusé. Si à un moment ou à un autre, vous allez parler du sujet. Là, il n'est pas question de la liberté d'expression. Je viens de vous dire, vous avez le droit de ne pas en tenir compte, mais vous revenez, vous refaites votre petit argumentaire. Je vous ai dit que chaque semaine, je participais à une émission où tout le monde avait la parole, et même vraiment les plus radicaux des antivax. Mais Et vous dites venez que me dire... les mais non, gens mais qui vous- ne pensent oui, pas comme mais vous vous n'ont citez pas- mes ne œuvres devraient complètes. pas avoir les mêmes droits. C'est De quoi pas vous ça. parlez Ça, de c'est pas liberté? ça. Mais bien sûr Ça que n'est si. pas ça. Vous êtes, sans faire de recherche, sans même regarder à l'époque les chiffres de la NSM et de Vaert, vous êtes aligné sur la doxa gouvernementale parce que finalement vous êtes même un petit peu macroniste. On va pas se mentir. D'ailleurs sur le plateau de TPMP aujourd'hui, la plupart des chroniqueurs sont macronistes et donc Vous êtes le phoné de la Macronie. Et alors. du coup, vous faites l'entre-deux et vous venez nous parler sur ce plateau de l'entre-deux. liberté d'expression. L'entre-deux, c'est déjà mieux. Vous venez nous c'est déjà parler aujourd'hui de liberté d'expression alors que pendant cette Il a pas période-là, commencé à en parler. vous Non, avez il fait a pas partie commencé. des gens. Non, je peux pas. Vous avez fait Vous partie parlez des d'autre chose, Vous moi. avez fait partie des gens qui n'ont pas voulu que des gens comme moi S'expriment. s'expriment. Je ne parle pas de Cyril Hanouna évidemment qui m'a invité, mais, Bah non, mais quand j'étais surtout face, pas. quand j'étais face à vous, quand je me Ah, retrouvais ne me à parlez des pas de gens Cyril comme- Hanouna, n'insultez pas l'avenir, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Non, mais on sait Alors là, jamais. Ouais. excusez-moi, TPMP m'a jamais fait gagner ma vie, donc c'est pas maintenant que ça a commencé, mais bon, Mais peu là- importe, si vous voulez aller sur ce Il terrain-là, on vous peut a y fait aller. perdre du temps. Vous aussi, certainement. Bien, Donc, bien jeté. Tu Bon l'as sens tout de la fait, répartie. mais bon, là. Bon, Non, allez. écoutez, franchement, Ah bon, allez, on va Je vais essayer de répéter, remettre. Non, non, c'était pas le but, là. Je vais le mais dire pour la si, troisième si. fois. Non, mais à un Ne moment, dites pas. je finis juste. Vous venez parler de liberté d'expression alors que pendant cette période-là, vous nous avez privé des gens comme moi de liberté d'expression. C'est faux. Alors, la réponse. C'est faux. Alors, voilà, la En nous réponse. traitant Pour de la réponse d'Éric complotistes. Pour la troisième fois, j'ai participé personnellement, pas mon clone, pas mon frère, pas mon cousin, à des émissions, ou pas Zemmour, à des émissions où tout le monde avait la parole. Personne n'a été privé de la parole, tout le monde Aucun pouvait s'exprimer. antivax. Sauf Les qu'à partir antivax du étaient moment- présents chaque Déjà, semaine. vous dites pas anti-vax parce C'est qu'on moi, là, n'est qui pas dis ça. Je dis anti-vax. ce que je veux, Non, mais on est. d'abord. Mais oui, mais vous voyez, Vous c'est voyez, la limite. censure, c'est ça, Mais c'est non, ma mais parce liberté que vous, d'expression. justement, vous limitez C'est par vous. des termes comme ça, comme anti-vax, comme Non, c'est moi là qui l'ai complotiste. dit. Attends, il n'y a pas de Vous, honte, avec vous l'antivax, réduisez à néant la parole de l'autre. Et vous le privez lui-même de sa liberté d'expression. Vous j'en suis- m'interdisez certains mots, Non, c'est là, vous là, il s'agit qui de débat, pratiquez la c'est le débat qui est censure. mort là. Et- Bah, le débat, comment tu peux débattre à partir Mais du en moment où fait, t'es stampé là, tu complotiste? illustres la À tribalisation partir de la du- liberté d'expression. Allez, François. Chacun voit midi Non, à à sa partir porte. du moment François, où on te dit François. complotiste, Chacun il n'y a a plus de sa- liberté d'expression, puisque de toute façon, tout ce que tu Chacun vas dire est complotiste. Bon, donc, François, s'il te plaît. vision de la liberté d'expression, c'est une vision tribale, d'ailleurs, je pense être fortement influencée par le wokisme, où en fait chacun la façonne comme il l'entend.
Et là, on en a un bel exemple. On n'est pas du tout dans le sujet. C'est-à-dire que là, on parle du vax ou de l'anti-vax et pas du tout de la capacité de ces gens à s'exprimer. Tu racontes, mais pas du tout. Pardon, vous avez les gars, vous avez vécu. Les gars, vous avez vécu dans quel monde en fait? On avait le droit de s'exprimer. Il a fallu se battre pour aller sur des... Le mot Covid faisait censurer une vidéo, quelle que soit la manière dont on l'emploie. Donc ça, bien entendu, il y a un sujet de liberté d'expression. Pas sur le plateau qu'animait Éric Nolot. Pardon, c'est justement, on parle de deux sujets très différents. Question concrète, est-ce que vous faites partie des gens qui estimaient que dans la gestion de cette épidémie, il y a eu, comme le pensent de nombreuses personnalités de gauche, une dérive liberticide, pas d'expression, mais liberticide. La gauche était avant la liberticide. Non, Mathieu Slama, il était quoi? Arrête. La gauche, Mélenchon, par exemple, voulait piquer les gens et il a dit on va... Mélenchon. La gauche, mais j'aimerais quand même sur le sujet de la liberté d'expression. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensaient qu'il y a eu une dimension liberticide, voire même... importante avec des conséquences réelles en matière de modification de notre droit, de jurisprudence ou autre? Est-ce qu'il y a eu pour vous vraiment des dérapages liberticides dans la façon dont l'État a géré cette épidémie de Covid ou non? Voilà, c'est clair. Ce qui n'a toujours aucun rapport avec la liberté d'expression. Non, mais bon, comme ça, au moins, on close ce truc sur une vraie question. Restons hors sujet. Il y a une certaine cohérence. Gardons une cohérence au débat en restant hors sujet. Non, mais moi, je suis d'accord. Un petit zéro pour tout le monde. Je suis un petit hors sujet. Non, mais il y a eu effectivement des décisions problématiques. Les décisions étaient forcément problématiques. On réagissait à un problème inédit. Donc il ne s'agit pas de dire, bah oui, il y avait quelqu'un qui avait la science infuse et qui prenait la décision la plus parfaite à chaque fois. C'est pas absolument pas ça. Je vous dis simplement, puisqu'on était sur le sujet de la liberté d'expression, que je puis témoigner que tout le monde avait la parole. J'étais sur le plateau. Donc quand on me dit, ces gens-là, on leur confisquait la parole, c'est faux. Non, certaines personnes d'hommes, mais pour une personne qui passe en plateau, vous en avez 10 000 derrière qui prennent. Mais pour en revenir au sujet, il y en a toujours un qui dit ça. Non, mais je vais parler là d'autre chose. En juillet, je crois, Monsieur Pierre Hilard était à Civitas et il a dit, voilà, il a rappelé des faits historiques datant d'avant la Révolution et de la Révolution française. Et vous, monsieur... Attends. Mais là, on n'est plus du tout... Non, pas du tout, si. Et donc, monsieur Nolot a tweeté en disant... Monsieur Nolot, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Non, mais monsieur Nolot, c'est pas bon. Je le sais. Et monsieur Nolot a tweeté en disant, monsieur Pierre Hilard dit des conneries. Et monsieur Nolot... Attendez. Donc, on doit dissoudre Civitas. Pour, à l'époque, je crois, antisémitisme, quelque chose comme ça. Est-ce que, par exemple, lorsque Pierre Hilard parle, je sais pas moi, parce que Pierre Hilard disait exactement que avant la Révolution sous monarchie, les Juifs ne pouvaient pas être français, et il a dit que, il a dit que après la Révolution, les Juifs pouvaient être français, donc il a dit ça exactement. Et vous avez dit, voilà, non, ça c'est antisémite, il faut donc dissoudre Civitas. Oui, absolument. Est-ce que ça signifie que... Attendez, je finis. Est-ce que ça ne rentre pas dans la liberté d'expression? Non. Pourquoi la liberté d'expression, je ne parle pas des affaires de Covid, etc. La liberté d'expression en France n'est pas totale. Vous n'avez pas la liberté de diffamer. Vous n'avez pas la liberté... Il rappelle un fait historique. Je vous parle du contexte général. Je vous dis que la liberté d'expression en France n'est pas intégrale. Vous n'avez pas la liberté de diffamer, vous n'avez pas la liberté d'insulter publiquement. L'antisémitisme n'est pas une opinion. L'antisémitisme n'est pas une expression. Si, comme je le crois, cette déclaration était antisémite, en effet, je pense que la dissolution s'imposait. Et donc ça veut dire que vous avez des barrières sur la liberté d'expression, quoi. Mais ces barrières, votre conception philosophique de la liberté d'expression? Ces barrières existent déjà dans la loi et je m'en réjouis. Mais si en Amérique, Pierre Hilard avait dit ça, il aurait pas eu de problème parce que il y a l'article 1er qui donne la totale liberté d'expression. Quelle est philosophiquement votre conception de la liberté d'expression? Nous ne sommes pas en Amérique. En Amérique, il y a le wokisme qui est beaucoup plus développé qu'ici. Ça ne me fait pas envie. La liberté d'expression, qui est aussi la liberté de parader dans une uniforme nazie au centre-ville de n'importe quelle ville américaine, ce n'est pas une liberté que j'envie. Voilà. Et ensuite, la phrase la plus con que j'ai entendue, qui est attribuée à Voltaire, qu'il n'a sans doute jamais prononcée. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je trouve que c'est la phrase la plus con du monde, car je ne vais pas me battre jusqu'à la mort pour qu'un type ait le droit de dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, vous voyez. Donc il y a des limites. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis dans mon cas personnel. Je vous dis simplement que la liberté d'expression, pour moi, a certaines limites que reconnaît d'ailleurs la loi. Oui, mais si M. Zemmour, par exemple, dit des choses et qu'il est condamné pour ce qu'il a dit, ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est injuste qu'il soit condamné. Est-ce que là, vous aussi, vous auriez demandé, par exemple, je ne sais pas moi, la dissolution de Reconquête? Tu parles de Pétain, par exemple, quand tu parles? Oui, par exemple de Pétain. Voilà, est-ce que vous dites, voilà, il faut dissoudre Reconquête? Ben, c'est la même chose, hein.
Non, mais là on est dans un cadre de justice. Zemmour répond de ses propos devant la justice. On en est à la Cour de cassation. Ils ont ordonné un nouveau procès, c'est ça. Ils ont ordonné un nouveau procès. On verra bien à la fin ce qui se passera. Mais simplement, je trouve que le parallèle n'est pas tout à fait juste. Pourquoi demander pour l'un Non, la c'est dissolution et pas pour l'autre? C'est pas ça, parce que simplement dans le cas de Civitas, il y a quelqu'un qui commence à introduire l'idée insidieuse qu'au fond, les Juifs, c'est pas des Français comme les autres. Excusez-moi, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bon, voilà. Simplement, je ne peux pas accepter cette idée. C'est tout. Dans François. cet esprit, il y a eu, pour limiter la liberté d'expression totale, la loi de 1881, qui était, j'allais dire, les bases sur la diffamation, sur les excès, sur l'incitation à la haine. Et puis, il y a eu ensuite toute une série de lois qui accentuaient ces contraintes jusqu'aux lois mémorielles. Donc, il y a eu la loi Taubira, par exemple, qui a fait qu'un historien, d'ailleurs s'identifiant au centre-gauche, comme Pétré Grenouillot, a été inquiété, a été d'ailleurs attaqué, il me semble, par 2 associations, pour avoir estimé que l'esclavage n'était pas un génocide, parce que les esclaves étant, c'est affreux, des biens meubles, le but de ceux des négriers était qu'un maximum survive à la traversée, ce qui était du bon sens, ce qui était de l'histoire, et ils ont été inquiétés pour ça. Où doit-on s'arrêter dans ces lois mémorielles? On voit qu'elles ont été au plus loin aux États-Unis. Pour rejoindre le sujet du wokisme, c'est très inquiétant. On a la cancel culture, qui est l'aboutissement un peu de ces limites à la liberté d'expression. Jusqu'où faut-il aller? A-t-on déjà été trop loin sur certaines lois? Il y a eu une tentative sur la colonisation, par exemple, de dire voilà, la loi doit imposer l'idée que la colonisation avait des aspects positifs. Ça a été rejeté. Mais est-ce que c'est pas tout aussi choquant que la loi Taubira, la loi Guesso et autres lois mémorielles? Je résume. La liberté d'expression, est-ce que c'est une liberté secondaire pour vous? C'est pas une liberté secondaire, c'est simplement que c'est quelque chose de très difficile à manier. Et dans le cas que vous évoquiez, il y a un conflit entre les principes et le fait même de faire des recherches historiques. C'est ça le problème. Donc il y a un arbitrage à faire entre les deux. Après, sur le cas très précis que vous évoquez, l'argument des biens meubles, quand vous voyez dans quelles conditions étaient... il y avait quand même un moment... Quand vous soumettez les gens à des conditions inhumaines, il va quand même y avoir un taux de mortalité monstrueux et vous opposez, enfin ce monsieur oppose le fait que les gens avaient plutôt intérêt à les garder en bonne santé. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se passait. Il y a eu un massacre incroyable. Puis le reste des discriminations envers les Noirs, surtout aux États-Unis, qui est quand même là, très récent. C'était vraiment sur le sujet mais sur la traite c'est jusqu'à très récent. Je veux dire que en France, ça s'est quand même beaucoup mieux passé. C'est quand même un peu moins honteux. Mais il n'y avait pas de sujet parce que l'esclavage était interdit en France depuis 1314. Non, mais en plus, même quand il n'y avait plus d'esclavage aux États-Unis, il y avait la ségrégation, il y avait toute forme de discrimination. Le racisme ne s'est pas limité à l'esclavage. Simplement, il y a quelques règles générales, quelques principes, mais en effet, il y a parfois des tensions, comme ça peut exister en démocratie. Donc, c'est difficile d'arriver avec une vérité toute faite et de dire voilà où est exactement la limite. Ce sera toujours mouvant. Je trouve quand même dingue que l'État puisse s'immiscer dans ce que doivent dire les gens. Enfin, c'est fou. Non? Ça vous choque pas? Mais l'État, je veux dire, la loi s'immisce dans ce que peuvent dire les gens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même quelques restrictions à la liberté d'expression qui sont dans la loi. La diffamation, l'insulte publique. Comment vous expliquez, pour Madame... Attends, comment vous expliquez que là, on le voit bien, il y a un tournant dans le débat, là, ça touche quand même, ça électrise les foules, de parler de ce sujet-là. Je ne me rendais même pas compte à ce point qu'on pouvait basculer. On voit bien que tout le monde, là, tout d'un coup, est sur la défensive, est à fleur de peau. Comment vous expliquez que le sujet même de la liberté d'expression, en France, dans ce pays dit des droits de l'homme, justement, électrise à ce point-là les uns et les autres. Les droits de l'homme, la France, c'est le pays du poétiquement correct. Il faut se dire les choses. L'avis d'Éric Nolot. Ah, mais c'est vrai. Et Monsieur Nolot, depuis la Révolution française d'ailleurs, parce que sous la monarchie. Et Monsieur Nolot va sûrement confirmer. Et je suis sûr que Monsieur Nolot va confirmer ce que je dis. Je suis sûr. Alors, j'aimerais avoir son avis. Il faut réaliser à quel point la France est libre encore sur le plan de l'expression. Si, je vous assure. C'est vrai qu'on peut en débattre. Hélas, je suis d'accord avec toi. Vous trouvez du travail parce que je ne trouve parce que je ne trouve très bas. C'est ça, c'est pour ça que je pense que Myriam a réagi comme ça, parce que Myriam a vécu dans sa chair, je pense, à payer ses opinions
Non, mais quand vous vraiment, voyez quand tu compares deux pays, on est, tu l'as on payé est, on sur est un plan hélas professionnel. bien C'est pour ça que tu es aussi sensible sur ce Mais sujet vraiment, aussi. Mais vous c'est croyez que je le Angleterre, paye pas, c'est moi foutu. Alors voilà, s'il te plaît, François, voilà, François, croyez que je est-ce paye que pas voilà, l'Allemagne, François, s'il te plaît, s'il vous plaît, Eric Nolot, vous payez aujourd'hui le prix de votre Oui, vous liberté croyez, d'expression. vous croyez vraiment que je ne paye pas le prix de mes opinions? Vous croyez vraiment que c'est aujourd'hui la veille que je vais être invité sur le service public? Vous n'êtes plus invité sur le service public. Non. Vous pensez que c'est un hasard total, un hasard statistique, que pas un mot, pas une lettre n'ait été consacrée à la faute à Rousseau dans un organe de gauche? Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est tombé comme ça? Oui, vous voyez, vous dites organe de gauche, mais il n'y a pas que organe de gauche. Enfin, moi j'ai un problème. Non, mais là, c'est plutôt honnête de sa part. Oui, c'est très il va dans honnête. ton sens. Oui, il est en il train va de dire dans mon justement que lui sens. aussi a payé justement le prix de ses opinions. Donc, Oui, sauf que pendant la crise sanitaire. Ah, Mais je suis désolée, c'est un sujet important. Aujourd'hui, tout ce qui découle, tout ce qui découle aujourd'hui, par exemple, on voit là la loi, vous avez entendu Philippe Achille parler de la loi, je sais pas comment on dit, SREN, Non. on dit loi. Non, vous n'avez pas entendu? Où on veut empêcher les VPN, on veut contrôler les réseaux sociaux, etc. Non, c'est une autre loi, ça a été déposé. Ça a été déposé. qui veulent interdire les VPN, oui. Tout ça découle de quoi? De la crise sanitaire, parce qu'ils ont estimé que des gens comme moi, pour pas parler de moi, mais il n'y avait pas que moi, j'aimerais, si tu veux etc. bien, Myriam, j'aimerais qu'on revienne à ce que vient de dire, ce qui était très fort. Ils n'avaient pas le droit de s'exprimer parce qu'ils faisaient part de... Non, c'était de la désinformation. C'était de la désinformation. Et tout ce qui, aujourd'hui, nuit à la liberté d'expression, je suis désolée, découle de cette période-là. C'est vrai qu'Eric Nolot, vous êtes censuré sur le service public, ce qui en soi est absolument scandaleux. On partage tous votre avis, mais de manière générale, vous n'êtes pas censuré quand même dans les médias de manière générale. Vous avez le sentiment d'avoir eu un avant et après la faute à Rousseau? un avant et un après la faute à Rousseau, un avant et un après le meeting de Villepinte, un avant et après l'amitié avec Éric Zemmour, bien sûr, un avant et un après on n'est pas couché, où je ne me suis pas fait beaucoup d'amis dans la jet set, mais il ne s'agit pas de dire que je suis un martyr de la liberté d'expression. Je vous dis que l'expression a des conséquences. Voilà, je vous parle de mon cas. Je ne vous dis pas que je suis censuré, moi je ne me plains pas. Hein. Un peu quand même. Non, je vous dis factuellement ce qu'il en est. Je vous dis simplement que exprimer certaines opinions a des conséquences, en effet, et que c'est beaucoup plus général peut-être qu'on ne le croit. Simplement, ça ne se dit pas. Voilà, c'est une censure qui ne dit pas son nom. Comment vous l'expliquez, ça? Est-ce que c'est parce que c'est une génération de boomers qui ont dit à l'époque en 68 où il faut interdire d'interdire, et aujourd'hui ils disent il faut interdire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que peut-être ces gens-là aussi, de plus en plus, sont rentrés dans le politiquement correct parce que chacun a peur de dire son opinion, parce que chacun pense que socialement il peut être brisé s'il dit quelque chose? Comment vous l'expliquez? Mais c'est pas la même génération, n'est-ce pas? Les 68ards et la génération, c'est les petits-enfants maintenant. Et c'est une génération avec une mentalité totalement différente, à rebours d'ailleurs de 68. Ils ont une passion pour certaines formes de liberté, et puis il y a certaines formes de liberté qu'ils n'aiment pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Pas de liberté pour les ennemis. Oui, mais... C'est quoi les sujets les plus sensibles aujourd'hui sur ce qui touche à la liberté d'expression selon vous? Est-ce que vous avez fait le même diagnostic que vos voisins? Par exemple... vous ne pouvez absolument pas parler sereinement d'islam et d'islamisme parce que les deux notions sont confondues. Si vous commencez à parler d'islamisme, des extraits, la baya, vous avez vu l'hystérie que ça provoque, tout de suite, la critique de l'islamisme va être assimilée à de l'islamophobie. Donc là, le débat est presque devenu impossible. C'est un des sujets, l'immigration, qui est un sujet assez proche, d'ailleurs, est absolument aussi dans cette... Mais tout ça vient du stalinisme. À l'époque, dans le stalinisme, on disait, voilà... Non, c'est la Révolution française. Aussi, mais ça vient aussi du stalinisme. Bah si, parce que t'as d'ailleurs donné une phrase tout à l'heure de la Révolution française, pour le coup. Donc, je suis désolé. Robespierre. Bah oui, mais c'est Robespierre, c'est la Révolution. Oui, mais c'est le stalinisme où on disait... il faut dire, oui, de son adversaire qu'il est fasciste, le temps que le gars... se justifie, voilà. Oui, mais de toute façon, ça reste un ressort très très fort, la diabolisation. Donc ça veut dire que la gauche est totalitaire et que la gauche, elle est contre cette liberté d'expression. La gauche en général. La gauche a une grande fascination pour le totalitarisme, oui. Mais de tout temps, sous différentes... une certaine gauche. Écoutez, moi la gauche. Non, c'est pas vrai. 10 dernières minutes. Moi, je me reconnais, je ne veux pas me comparer du tout, je vais citer des grands noms,
mais je me reconnais dans quelques penseurs de gauche qui ont été des penseurs de gauche anti-totalitaires. Camus, par exemple, typique. Orwell, exemple emblématique. Quelqu'un qui est moins connu, mais qui quand même s'est attaqué au maoïsme, c'est Simon Less, alors que le maoïsme avait quand même très très bonne presse ici. Tous, et je peux citer les autres, on peut même citer Solzhenitsyn, Boris Souvarine un peu plus tôt, tous ont été traités de fachos. Tous. Tous les gens de la gauche anti-totalitaire ont été traités de fachos. Et ça reste encore le cas aujourd'hui, où il y a des gens... je vais même vous citer une anecdote. C'est pour vous dire comment c'est entré dans les mœurs. C'est pour ça que quand on parle de Macron ou du super-pouvoir, il faut savoir aussi comment ça se passe à un niveau plus modeste, aux échelons inférieurs. Vous avez vu, elle ne parle plus, hein, Myriam. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. J'allais faire quelque chose, mais puisque... voilà, faut savoir profiter du moment. Il y a un élève journaliste qui vient me voir et qui me dit « Je suis dans une école de journalisme, on est 300, et chacun doit choisir un parrain pour l'année. » Il me dit « Il y a 3 élèves qui vous ont choisi. » Je lui dis alors comment ça s'est passé, et il me dit j'ai été voir le directeur, j'ai dit moi je voudrais que ce soit Éric Nolot mon parrain. Le directeur de l'école de journalisme m'a dit pourquoi tu veux un fasciste comme parrain? Quelle école de journalisme? Mais il ne m'a pas dit. L'IEJ sûrement. Un fasciste. Vous savez ce que c'est qu'un fasciste? Le jour où il va croiser un véritable fasciste, ça va lui faire tout drôle le type, parce que c'est pas vraiment mon genre. Oui, ça va pas, c'est pas exactement mon genre. Donc simplement, à force de diaboliser, à force de vulgariser ce mot fasciste, à force de lui coller l'étiquette qu'en effet on lui collait le du temps terme du extrême stalinisme. Droite qui est balancé à tout le extrême monde. droite, oui, mais là c'est un peu usé. Et le terme complotiste, là je rejoins Myriam, c'est absolument... Non mais ça c'est vrai que c'est même plus insupportable. Moi depuis que j'anime cette émission et une autre émission sur une autre chaîne YouTube, il n'y a pas une émission où je n'ai pas le terme de complotiste, le terme de raciste, le terme d'extrémiste de droite. Quand vous parliez de la destitution de Biden, vous avez vous avez fait l'amalgame de ceux qui en parlaient et qui la prédisaient de complotistes, et même vous faites la lien, voilà, c'est ce que j'allais dire. Complotiste, QAnon. Non, il n'a toujours pas été destitué. Mais pourquoi il n'a pas été destitué? Parce qu'il est blanc comme neige. C'est pour ça qu'il n'a pas été destitué? Ou c'est parce qu'on ne veut pas prendre en compte l'ordinateur de son fils? Donc ça aussi c'est complotiste. Mais vous racontez n'importe quoi, bien sûr, vous êtes complètement à côté de la plaque. Bien sûr, je serai à côté n'importe quoi. Mais oui, mais pardonnez-moi, c'est pas ça du tout l'histoire. Vous racontez une autre histoire. Ce que vous dites sur le terme des fascistes, c'est exactement ce que vous utilisez vous-même quand vous traitez les gens de complotistes. Vous êtes à côté de la plaque. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Cette histoire de Biden... C'est tellement facile d'être insultant. Non, mais alors pourquoi? À côté de la plaque, c'est factuel. Il y a la plaque à vous. Je peux vous dire que vous aussi, vous êtes à côté de la plaque, très cher. Non, mais sur l'affaire Biden, non, mais parce que vous avez plus d'éléments d'information. Peut-être qu'Éric Nolot a plus d'éléments d'information que Myriam Palambal sur l'affaire Biden. Est-ce que vous avez plus d'informations qu'elle sur l'affaire Biden? Mais moi, c'est pas de l'affaire Biden que je parlais. C'est pour ça qu'il y a... Non, mais quand vous faites tous les jours, il n'y a pas eu... Non, mais je vais vous expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas de cette affaire qu'il n'y a pas d'éléments. Non. Mais c'est agi absolument... et c'est complotiste. Ah, j'attends. Bon, Éric Nolot répond. Non, mais vous me dites qu'on c'est à moi. Non, c'est à vous, là, voilà. Parce que il y avait une question, je crois. Non, allez-y. Vous êtes sûr? Oui. Allez-y. Bien. Au moment où il y a eu l'élection de Biden, il y avait, sur les réseaux sociaux, il y avait des messages qui me parvenaient parfois directement. De Biden gens, non, pas de Biden. De la mouvance QAnon, donc, qui disaient, en fait, Biden n'a pas gagné l'élection, il va être renversé par l'armée, et vous allez voir que c'est Trump qui va arriver au pouvoir. Ça se passera je dis une date au hasard, le 20 novembre. Bon. Le 20 novembre arrivait, rien ne se passait. Donc il y avait un Conan qui disait non, mais là ça fait partie du plan. En réalité, ça se passera plutôt le 2 janvier. D'ailleurs, il y a des signes que, donc moi je me moque d'eux en disant Biden n'a toujours pas été arrêté par l'armée, il n'a toujours pas été remplacé par Trump. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du fils de Biden. Votre tweet, on ne comprenait rien alors. Allez, ça s'est envoyé. Non, c'était pas. Oui, non, mais là c'était très clair. Mais je suis désolée, quand on lisait le tweet, c'était pas ça qu'on comprenait. C'était une petite touche parfois, je pense. Parfois, vous savez, c'est pas... Vous allez me dire que je suis idiote. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Je dis parfois, c'est pas l'émetteur le problème, c'est le récepteur. Oui, bien sûr. Et parfois, c'est le récepteur. Oui, c'est comme les non-vaccinés ne doivent pas avoir les mêmes droits que les autres. Bon, allez, les amis. Allez, parce que... Non, on est arrivé à la fin, là. Je crois, oui. Je vais vous demander à tous, si vous... Oui, voyez, un peu... Sinon, qu'est-ce que vous pensez de Macron, alors? Moi, je suis pas comme vous, je lui lèche pas le derrière de matin, midi et soir. Voilà, bon, écoutez, alors on va terminer avec Stop. Il y a un scud là pour répondre. Il y a un scud. Non, il faut expliquer. Expliquez-moi. Dites-moi. Non, je vous dis, c'est tout.
Comme vous me lancez des choses. C'est quoi là? Vous avez une attitude. Non, je voulais que je me tourne vers vous. Non, mais parce que là, je sens que c'est on va faire un concours de testostérone. Ah, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Bon, Alors, vas-y, chers je vous amis, moi, les écoute. caricatures, je les ai. Qu'est-ce que... Non, mais voilà. En quoi je suis macroniste matin, midi et soir? Bah, excusez-moi, pendant la crise sanitaire, vous l'avez été énormément. Point barre. Et on ne me fera pas des morts de ça, je suis désolée. Et vous avez fait énormément de mal à beaucoup de gens. Donc venir ici vous plaindre parce qu'on vous dit que vous êtes facho alors que vous avez fait la même chose avec des gens comme les soignants non suspendus, etc. Je suis désolée, je trouve ça assez malhonnête. Allez, Myriam, je l'ai invité, j'assume parfaitement d'avoir invité. J'ai été invité, J'estime Myriam, vous que pouvez le... La liberté d'expression, c'est ça, Non, mais- justement. Bah oui. Myriam. Vous préférez qu'on ne me donne pas la parole? Non, Vous êtes Myriam. contre la liberté d'expression? Allez, Non, mais et ben justement, regardez, il y a une caricature. Quels sont les invités que vous acceptez et les autres que vous n'acceptez pas? Non mais moi, Vous avez- j'ai jamais dit que certains Bon, n'avaient on l'a pas à avoir entendu, on l'a les mêmes compris, droits on que l'a les autres, compris. c'est tout. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi Si, vous c'est le ce disiez que toujours vous- de travers? si, c'est ce que Myriam, vous avez dit, on a c'est bien ce que vous un avez dit. effort. S'il vous plaît, on termine avec cette caricature d'Ignace. Quelle liberté médiatique pour le gauchiste réfractaire Éric Nolot. Je ne suis plus invité que par des médias de droite. On peut applaudir Ignace. C'est vrai. Elle est pour vous. C'est vrai, merci Ben beaucoup. voilà, comme quoi. Non, et puis, alors, en plus, si je peux aller dans ton sens, le fait que Éric réagisse lui aussi autant comme ça, c'est que ça le touche aussi, Myriam. Mais ça ne me touche pas, c'est des bêtises, pardonnez-moi. Je demande juste que... Et alors, ce non, soit c'est pas elle des- qui vous regarde plus. Tout à l'heure, vous l'avez pas regardé pendant toute l'émission. Mais je suis mal placé. Oui, L'esprit bon. français de la liberté d'expression, Bon, c'est allez. aussi les engueulades que nous avons. Et ben voilà. Non, Et mais c'est sur des aussi bases ça. réelles. Donc vous allez, comme Sur vous le des dites, bases vous réelles. allez vous serrer la main en quittant ce plateau, s'il vous plaît. Ah non, Myriam, mais non, tu rigoles. Mais non, quoi. les gestes barrières. J'arrête, Bon, et ben ça promet. Vous n'avez peut-être pas serré la main de Myriam Palomba. J'avais tout fait pour vous réconcilier, hein, je te jure. Mais en plus, je Et suis si je vous d'accord dis- sur plein Et de trucs si je vous avec dis Mais que je vous suis étiez vacciné. d'accord sur le wokisme. Est-ce que Vous vous avez allez le me droit. serrer la main? Non, mais moi, je ne suis pas comme vous. Si vous avez le droit de vous faire vacciner, et c'est J'espère votre bien. liberté de le faire. J'espère bien. Non, mais vous accepterez de lui serrer la main si elle n'est pas vaccinée. Mais moi, par exemple. je serre la main de Mais tout moi, le je monde. dis pas qu'il faut. Allez, les vous gens voulez n'ont pas plus le de droit. liberté, soumettez-vous à la pensée wokiste. Et on reconnaît Elisabeth Borne. Et enfin, cancel culture, à fond pour les droits de gomme, avec évidemment l'histoire de France. J'avais cru voir un Z, mais je me trompe peut-être. C'est un hasard, d'accord. Allez, pour vous. Et alors, quand même, pour terminer bien, parce que j'avais quand même l'impression qu'il y avait comme un léger froid. Vous savez que vous allez partir avec un petit cadeau. Non pas de Myriam Palomba, C'est dommage. C'est dommage. mais d'Ignace qui a tenu, et c'est une première, hein, je tiens à le dire, c'est avec vous qu'on inaugure cette... Il a fait un dessin plus travaillé que les autres. Je ne vais pas Merci dire caricature, beaucoup. c'est un portrait. Alors, voilà Merci, le premier. c'est- Je vais le montrer à la Très bien, très bien. Voilà, c'est un beau portrait. Donc, Merci beaucoup. Ignace, et là, voilà. Et là, maintenant, Et oui, c'est- maintenant, il y le a- revers de la médaille, c'est la version caricaturée. Là, voilà. C'était bien Donc, aussi. voilà, c'est pour vous, vous gardez les deux. Merci Cela, je beaucoup. vous garde. En tout Merci cas, voilà. beaucoup. Donc Ignace, on peut t'applaudir. Et si vous aussi, j'en profite pour faire passer un petit message, si vous aussi, chers téléspectateurs ou internautes, vous voulez un portrait, une caricature pour vous ou pour offrir, eh bien, vous pouvez consulter le site d'Ignace, designace.com. On va l'afficher, je suppose, à l'écran. Voilà, merci beaucoup, Éric Nolot, d'avoir accepté. Merci pour votre Malgré invitation. tout, bon, vous allez peut-être, j'ai peut-être un espoir quand même que vous allez vous serrer la main. Je vous dirai ça en tout cas lors du Suspense. prochain Bistro Liberté. On recevra Xavier Moreau et ça promet, je pense, aussi de, oui, vous voyez, ça fait réagir aussi de débats très vifs. Voilà. Et je tiens à remercier alors évidemment toute l'équipe, comme d'habitude, de Bistro Liberté. Tout d'abord, on va les applaudir. Raphaël à la réalisation, Pierre au son, Mathilde au cadre, ainsi que Boris, Sébastien, mais également à la production Marine, Arnaud, bien sûr, le producteur, et sans oublier, bien sûr, très important, et c'est lui qui ouvrait les bouteilles de temps en temps, on entendait les bouchons, bien sûr. c'est Charles Mathieu. Voilà. Merci beaucoup, Éric Nolot. Merci à vous. Moi, je vous serre la main, je donne l'exemple. On se retrouve dans 15 jours. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.